Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans le podcast featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec le Mwakamoon, l'homme que l'on nomme Kalash. Kalash, comment vas-tu? Ça va super et toi? Content de te recevoir. Yes, merci. Voilà, c'est un honneur. Merci d'avoir accepté Honneur partagé. de venir raconter ton parcours ici. Yeah. Et ici, on commence toujours par le commencement et le commencement, c'est le moment où la musique se mélange à toi. Ça veut dire, en ce qui te concerne, le reggae et le dancehall, Yeah. ou peut-être le hip-hop. De toute façon, les deux. Je sais que, voilà, et tu vas nous raconter un peu. La première fois, comment ça se passe? La première fois, c'est du Bob Marley. Ok. C'est Wait in Vain, plus précisément, le morceau Wait in Vain. Et ça se mélange en même temps avec Kenny G, un trompettiste, Ok. que mon père écoutait beaucoup. Donc c'était la journée était coupée en deux parties, c'était Kenny G et Bob Marley. Ok. Donc c'était ça pendant des années. Tu vis où à ce moment-là? À Dillon, en Martinique. Ok. Ensuite, mes parents se séparent, donc ça commence à être chez maman, chez papa, chez maman, chez papa. Et dans les deux endroits, la musique est complètement différente. Chez maman, il y a plus de zouk, Ok. il y a plus de musique traditionnelle. Chez mon père, ça reste vraiment du reggae, du Bob Marley, du gospel, beaucoup. Ok. Donc c'est comme ça. Et le dancehall arrive vraiment après, au moment où j'entends Bounty Killer. Ok. C'était du Robadub, après du Bogle, après Buju Benton, etc. Ok. Donc c'est venu après le reggae et la musique de Kenny G. Très bien. À quel moment tu passes de auditeur à je veux faire? Je veux faire dès le début, hein, mais je savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire. Mais je me suis dit, ouais, je vais être ça quand je voyais Michael Jackson. Ok. Quand je commençais à voir Michael Jackson, les concerts qu'on voyait, les cassettes qu'on avait, ça ressemble à un autre monde. Ok. Et Pas- tu voulais être dans ce Donc monde-là? maintenant je suis artiste, mais c'est pas à ce monde-là que je pensais. Ouais. Ah, C'était vraiment, ça ressemble à des trucs de super-héros, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire. à ma génération, Michael Jackson beaucoup. Et ensuite, vraiment, artiste dancehall, c'était quand j'ai commencé à connaître la musique d'Admiralty, Ok. Sahel, Daddy Plin. Ok. J'avais pas Internet encore, j'avais pas YouTube. Donc c'était des CD, après c'est devenu des clés USB. C'est qui a fait cassette, CD, clés USB. Mais là, c'est accessible. Tu vois, juste avant, tu parles de Michael Jackson ou Bob Marley. C'était tout. pas accessible. Non, mais quand je dis accessible, c'est Admiralty, Daddy Plin. C'est des gens qui sont là aux Antilles. Ouais. Dans ta tête, tu te dis, je peux le faire, c'est possible. C'est des Antillais comme moi. Ouais, je me dis. Là où Michael Jackson, ça peut rester Ouais, qu'un rêve, ça tu vois. ressemblait à un rêve, Michael Ouais. Jackson. Mais quand j'ai vu Daddy Plin Sahel, Ouais. Admiralty aussi, je me suis dit, ouais, c'est possible. C'est ce que je disais à mes parents quand je leur disais que je vais arrêter l'école un jour. Mais je leur disais ça, j'avais genre 13 ans. Donc ça leur disait, Kevin parle beaucoup. Hein. T'es con, hein. Et je leur disais, vous allez voir un jour ce qui va se passer. Et à chaque fois qu'un de ces mecs-là avait un accomplissement, mais moi je voyais un accomplissement comme même un concert sur un podium où il y a 4000 personnes, pour moi c'était un accomplissement. Hein. Bien sûr. Et je leur disais ça, regarde, tu vois, il y a des gens de différents âges, différents milieux, en train de crier et de l'aduler. Donc c'est bien ou pas? On me dit, ouais, mais ça c'est lui. Donc, continue à l'école, ça. Voilà. Mais il est venu un moment où je me suis lancé, j'ai commencé à faire des textes, à faire des flows, à chercher des instrus. Mon premier son enregistré dans un studio, entre guillemets, d'un home studio, c'était sur l'instru de Lenbach de Fat Joe. T'es en squad, Fat Joe. Et c'était la première fois que j'apprenais qu'on pouvait doubler sa voix, tripler sa voix. Ça me paraissait... Utiliser les pistes. Je trouvais ça incroyable. C'était sur Acid. Ok. Ouais. Je vois très bien. Et de là, c'est parti. Et à ce moment-là, tu fais du dancehall. Oui.
dancehall sur du hip-hop. Comment sur des c'est prods ça, hip-hop. c'est ça que j'allais dire. Comment c'est que tu te retournes vers cet instru qui est carrément hip-hop alors que tu fais du dancehall? Parce qu'à cette période-là, je préférais les instrus hip-hop. Ok. De ce moment-là et même d'avant. Je trouve qu'elles étaient sombres, elles étaient lentes. Ok. Et elles avaient beaucoup de basses et ça me permettait de chanter comme les mecs que j'écoutais, quoi, comme Bounty Killer. Ça, c'est très lent, mais c'est pas vaotesque, quoi. Tu vois? C'est gun boy. Comme ça. Donc tu peux bien poser ta voix. C'est clair. Donc c'était ça. J'avais pas encore accès au gros rythme dancehall, Ouais. Du coup, tu suivais ce qui se faisait en hip-hop américain. Parce que moi, la première fois que je viens aux Antilles, ça doit être en 99, truc comme ça, et je découvre BET. Il y avait pas ça ici, dans l'Hexagone. Ouais. Donc, tu suivais? Ouais, grâce à BET. BET, c'était genre le goûter. On ratait rien. Okay. De Big Tiger à 106 Park. On ratait vraiment rien. Et moi, quand j'ai eu BET, c'était la période de Boho. Ok. Donc c'était encore plus pour nous, genre putain. 106 Park, c'est chez lui. Faut qu'on soit comme ça. Ouais. Parce qu'il a un autre âge. C'est ça. Et on se disait putain, nous on est en train de marcher là près de là où pour aller à l'école pour prendre le bus. Lui il est dans des clips avec plein de cul, avec Oncle Snoop. Il a le droit de fumer. Il y a des Doberman qui se transforment en meufs. Et nous on est là près du chemin avec des manicous qui. Mais c'était déjà genre, la nuit, j'y pensais la nuit. Ok, donc, il a été important. Je me disais, pendant que je suis dans mon lit là, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il dort pas déjà. C'est clair. Donc c'est des trucs comme ça quand t'es jeune, tu te dis non, c'est pas possible, je me vois pas faire autre chose. Ok, très bien. Et donc tu dis, tu fais ton premier enregistrement sur Leanback, tout ça. C'est quoi? À qui tu le fais écouter? C'est quoi c'est destiné à qui en fait? C'était destiné à MSN. Ouais. À envoyer au collège. Ça s'envoyait au collège. Ok. Les gens se faisaient tourner le son comme ça. J'envoyais à des mecs qui maintenant sont devenus les plus gros DJ des Antilles. DJ Amigo, DJ Style. Il y en a d'autres, DJ Jairo. Ok. Jairo était déjà en place. Ok. Mais j'envoyais à des mecs qui avaient dans leur statut DJ. Ouais. Tu sais, les meufs, elles mettaient Fleur Vanille, 972, métisse égyptienne, martiniquaise, ça, avec des papillons. Et les mecs, ils mettaient des vinyles, ils marquaient DJ. Il a dit métisse, martiniquaise égyptienne. Elles nous ont vendu des métissages fous. J'avoue, c'est vrai. Je connais. Et je voulais des avis, en fait. Mais depuis petit, je voulais des vrais avis. Ouais. Et c'était déjà des bons retours, mais c'est pas des trucs qui passaient en soirée, c'est des trucs qui passaient quand on faisait des trucs entre nous, quoi. Ok, mais déjà ça tournait sur MSN ça tourne entre les gens. Ouais. C'est déjà pas mal. Comment tu passes à l'étape supérieure? Comment tu touches un peu plus de gens? L'étape supérieure, c'est quand je commence à être invité ou même sans être invité, je vais dans les open mic de Sound System. Ok. Donc là, il y a des selectors, il y a des mecs en place. On te fait passer avant, genre 1 heure ou 2 heures avant des têtes d'affiche, avant Sahel ou avant des Jamaïcains ou avant des artistes qui étaient à ce moment-là, jusqu'à maintenant, qui sont connus qu'en Sound System. Ok. Et qui sont respectés en Sound System, comme Jama Keita, tout ça, il y avait le lieutenant. Ok. Et c'est là que tu dois... T'as un peu d'adrénaline, t'as un peu peur, parce que là, c'est pas un milieu où tu vas venir raconter n'importe quoi, tu vois. Les lyrics sont surveillés. Il y a c'est que des connaisseurs ensemble. Le bout est facile. Et ils aiment ça, ouais. Ah ouais. Ils aiment bout. Ah ouais. Faut être courageux. Donc faut être qu'incisif, que dans attaquer le système, attaquer la police, tu sais, piquer, quoi. Ouais. Et là, les gens sont d'accord, ils crient. Les sons sur la bœuf, c'est vraiment après, commence par faut être en place. Commence par piquer, voilà, commence par piquer. Donc toute la semaine, on écrivait pour aller ensemble. Pour aller ensemble, et il y avait toujours le plus fort. Le plus fort à cette époque-là, c'était Elvis. C'est lui qui menait la danse des sons de système. Donc on passait avant, et tu sais, tu mets toujours le plus fort à la fin. Et quand il rentrait, c'était comme un rat de marée. J'en criais. Mais moi, je vivais ça comme genre, pour moi, c'était déjà le début dans ma tête, c'était déjà mon travail. Alors que j'étais pas payé. Ok. Tu vois? Après, il y a eu les premiers shows. Les premiers shows, c'était 100 €, 150 €. Ok. Et là, j'ai des petits frères qui sont dans la musique. Leur premier cachet, c'est 5 000 €. Donc c'est complètement une autre époque. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Il dit putain. Premier cachet, 5 000 €. C'est démesurable. C'est sérieux. Mais bon. Ok. Donc, t'es là, tu fais les podiums là-bas en Martinique. Je fais les podiums, je fais tous les tours cyclistes. Il y a des jours... Explique les tours cyclistes pour ceux qui connaissent pas ça ici. Les tours cyclistes, c'est des podiums à l'arrivée de chaque course.
les coureurs font d'une commune à une autre. Et il y a un podium avec un animateur, il y a un clown dessus, il y a un jongleur, il y a des meufs qui dansent, il y a un parolier. Le cyclisme, c'est super important aux Antilles. Ouais, c'est une religion. Ouais. Surtout en Guadeloupe. Ok. En Martinique, beaucoup, mais en Guadeloupe, ça bloque vraiment l'île. Ok. Moi, c'était en Martinique. Et je faisais les arrivées de podium. Et souvent, il y avait, on va dire, les 2000, 3000 personnes, ou des fois, il y avait 15. Et la plupart du temps, il y avait 15. Mais on faisait devant les 15 avec la même énergie, mais c'était flippant quand même. 15 personnes, ouais, c'est plus flippant que 2000. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Et dans les 15, il y a 5 mecs qui sont appuyés sur la scène avec une bouteille. Et ils sont là parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Toi, tu fais des grandes entrées avec des grands gestes, comme ça, mais il n'y a personne au fond. Ouais. C'est dur, mais c'est important de passer par là. Mais ça forge au niveau de la façon de chanter, de gérer le stress, de gérer les vieilles sonos. Ouais. Toi, ça forge sur plein de trucs. Hein. Quand après t'arrives en boîte à Paris, qu'il y a un bug, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ouais, je vois. Et quand t'allais dans les sound systems, justement, tu dis ils avaient le bout facile et tout. Ouais. Toi, t'avais pas peur, toi? Si, j'avais peur avant chaque scène. Ok. Avant chaque scène, j'avais peur. Le track? J'avais le track. Aujourd'hui, tu l'as toujours, ce track? Oui, j'ai toujours le track. Ok. Ouais. Donc c'est un truc qui va rester. Il se manifeste autrement, mais j'ai toujours une boule. Ok. Et je suis toujours moins excité avant une scène qu'avant de faire autre chose, quoi. C'est-à-dire, je réfléchis, mais je sais que c'est un truc qui partira jamais. Ouais, non, si tu me dis que tu l'as encore aujourd'hui, c'est que c'est parti pour rester. Les fois où ça part, c'est les fois où tu sais, t'as passé la journée avec 15 potes, du matin jusqu'au show. C'est-à-dire, il n'y a jamais un moment où t'as réfléchi. Et donc, tu montes sur scène. T'arrives sur scène, t'as déjà bu, t'as déjà fumé, tu vois. Mais sinon, non, j'ai toujours le track. Ok. Très bien. Comment t'arrives jusqu'à avoir un deal signé, même si c'est aux Antilles, mais signé pour faire ton premier album qui s'appelle Kalash? Ouais. J'ai eu un deal avec Chabine Prod J'ai toujours aimé ce nom de label. Incroyable. Chabine Prod. Ouais, c'est par rapport à sa femme, Claude. Ok. Ouais, Claude. Et j'enchaînais les sons de système. Ouais. Il y avait un média qui s'appelait, je sais plus quoi, son de système d'ailleurs. J'étais tout le temps premier. J'étais premier, deuxième tout le temps. Ok. Et les sons commençaient à tourner à ce moment-là en boîte de nuit. Ouais. En club, en soirée, les grosses soirées où nous on n'avait pas le droit d'aller. Hein. Ok. Mais de ce fait, j'ai commencé à être invité là-bas, pas pour chanter, mais juste en guest, quoi. Présence, ouais. En présence, ouais. Mais c'était pas payé présence comme maintenant, un billet, c'était une bouteille, tu vois. Oui. Une bouteille, amène tes potes. Mais dis à tes potes de venir sans armes. Voilà. Et bien habillé. Et bien habillé. Voilà. Sans basket. Voilà. Mais on y allait toujours en basket. Polo Lacoste. Et dans les soirées, c'était vraiment, vraiment l'époque où quand un son avait une hype, la réaction des gens était vraiment, vraiment ouf. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, donc les gens, c'était deux bras en l'air, c'était gros pull-up. Et là, j'ai été contacté par Claude pour signer mon premier album, Chaos. Ouais. Ok. Yeah. Et donc, quand cet album sort, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu sens quelque chose changer? Quand il sort, dessus, il y a mon premier vrai tube aux Antilles, Prends-Pied. Donc ce morceau me fait faire quasiment le tour du monde en show. C'est-à-dire on fait Martinique, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Canada, France, Allemagne, Belgique. Si on traverse le globe vraiment de bout en bout, quoi. C'est cool ça. Vraiment par rapport à ce son. Ok. Tu vois, j'avais d'autres sons dans le show, mais c'est vraiment quand je chantais celui-là que partout ça prenait pareil. À ce moment-là, tu dis quoi à tes parents? Quand on repense à quand t'avais 13 ans. Le discours a changé, là. Le discours des parents a changé à ce moment-là. Tu pars en voyage pour la musique et t'es payé pour. Là, c'est Kalash chez mon fils, maintenant. Je te jure, le discours a... Même je le disais doucement. C'est pas comme ça que c'était avant. C'est Kalash chez mon fils, machin. Kevin, t'es trop fort. Parce que sur le même album, il y avait Prends-Pied, un morceau qui s'appelle Mama. Et dans le clip, j'ai mis ma mère à moi. Ok. Donc ma mère, c'est devenue une espèce de... Elle avait une hype autour d'elle, quoi. Okay. Elle me dit, Kevin, j'aime tellement ça. Tout le monde pense qu'on est riche, tout ça. Et Kevin, si les gens te demandent si on a de l'argent, tu dis oui. Tu dis oui. Il dit, arrête de mentir, on va nous attaquer. Elle m'a toujours dit ça. Tu dis oui. Tu dis oui. Tu dis, on est né riche. Voilà. Et ces deux morceaux-là, me font... Le Prends-Pied me fait accepter par les jeunes
qui écoutent du dancehall dans le monde entier, des pays français. Et le Mama me fait accepter par les adultes. Donc j'ai un combo de deux communautés. Donc ce qui fait qu'aux Antilles-Guyane, ça devient un phénomène, quoi. Ok. Du coup, tu sens que t'es attendu pour un autre projet? Ouais, je suis attendu pour notre projet, mais entre les deux, je balance plein de sons, je fais plein de feats, tout ça. C'est un truc que j'ai remarqué chez toi, c'est que t'aimes bien balancer des singles comme ça, souvent, qui sont pas sur les albums. T'enregistres beaucoup? T'es un mec qui enregistre beaucoup, pas pour des projets, c'est ça? Non, j'enregistre beaucoup. T'as une idée, tu vas en studio? Là, par exemple, pour l'album, on est à 21. Moi, j'aurais préféré qu'on soit à moins, mais on n'arrivait plus à purger l'album. Mais genre, il y en avait de sûr, il y en avait peut-être 50. Ah ouais. Et de fait, il y en avait des centaines, tu vois. Ah ouais. Donc, je pense que je touche du bois, mais à chaque fois, je dis à ma femme, si quelque chose m'arrive, vous avez de quoi faire des albums, des bons albums. Il y en a plein, mais il reste ici. Hein. Mais il y a beaucoup de sons, je reste là. Tu restes avec nous. Magnifique. Donc, du coup, comment tu roules jusqu'à ton deuxième album, qui s'appelle Numéro 2 classique? Numéro 2. Ben, on continue les prestats. La musique change, le dancehall change, mon statut change. Ouais. Donc là, je deviens, à cette époque-là, dans cette échelle-là, le mec qui doit confirmer. Ouais. Donc ça devient plus sérieux, je réfléchis plus, je veux faire plus de hits, faut prendre le temps de calmer les tournées. Et c'est dessus qu'il y a Indépendant de Gal avec Pompis. Indépendant de Gal qui fait un bruit de malade. Ça éteint les Antilles, ce morceau, avec Pompis. Pompis, à ce moment-là, il avait une grosse hype aussi. Ouais, Woodboy. Ouais, et ça, c'est le tube de l'album, ouais. Donc il y a même une chorégraphie dans le métro parisien, des danseuses, tout ça. Ouais, on commence à avoir des trucs à Paris. C'était un truc de dingue, ça a tourné. Ça nous donnait faisait avoir des shows au Palacio tous les week-ends. Tu sais que jusqu'à maintenant, ce morceau, quand les DJ le jouent, c'est le feu. Quand je suis aux Antilles ou chez moi, je vois des vidéos où t'es dessus. Ouais. Et on dirait que c'est un nouveau son. Dès que le DJ le met, les gens, on dirait de nouveau. Mais c'est même pas des Antillais. Non. J'aime trop voir ça. C'est un truc de ouf. Donc ça, c'est beau. Donc cet album-là, tu sens qu'il marche mieux que le premier? À cette époque-là, je connaissais aucun chiffre. Ok. Mais ton ressenti? Mon ressenti, il marche mieux. Il marche mieux. Déjà, je le ressens plus parce qu'Internet est déjà un peu plus développé. Ouais. Donc, moi, personnellement, je te découvre à ce moment-là, moi. Ouais. Donc tu sens plus les choses à un moment. Le premier album, je l'ai pas vu passer. Ouais. Et c'est sur le deuxième, je me dis, oh, ok. Indépendant de Gal. On a fait plus de clips. Les temps avaient déjà changé, plus de shows. Donc ouais, mon nom commence à rentrer dans plus d'oreilles. Donc ouais, je pense qu'il a plus marché. Mais les ventes, à chaque fois, on posait des questions, il me disait t'inquiète pas. On s'en fout, on n'en est pas là. Il me disait quand je te vendrai à Sony, tu viras avec les chiffres. Mais il s'est trompé, c'était Universal. Voilà. On va y arriver tout doucement, mais bon. Moi, à ce moment-là, je me souviens donc une époque avant tes premiers albums, il y a Admiralty. Là, je veux vraiment parler du dancehall antillais vu dans l'Hexagone. Parce qu'il y avait une scène ici de reggae dancehall. Mais vraiment le dancehall qui vient des Antilles, Admiralty, il est arrivé, il a frappé à la porte, il a fracassé le truc. Tout le monde écoutait Guadada, tout ça. En fait, c'était le bordel ici. Il se retrouvait à signer chez Universal. Et après, justement, les maisons de disques, les majors ici, elles se sont dit c'est bien d'avoir un chanteur de dancehall antillais signé. Chris est arrivé derrière, il a fait son bruit aussi. Et moi, j'avais l'impression que chaque année, il allait en avoir un. Sauf qu'il y a eu un trou derrière. Il y a un fail. Voilà, plus personne n'a réussi à rentrer en fait dans le circuit de l'Hexagone. Jusqu'à toi en fait. Et entre Chris et toi, il y a eu plusieurs années où vraiment le dancehall antillais, c'était vraiment la communauté antillaise. Il y avait des soirées pour la communauté antillaise. Quand il y allait, ok, t'étais au courant de ce qui se passait. Et encore, tu m'arrêtes si je me trompe, mais et encore des fois il y a des artistes qui sont écoutés par la communauté antillaise dans l'Hexagone, c'est pas les mêmes qui sont écoutés aux Antilles, voilà, on est d'accord. Donc on était un peu au courant si on allait là-dedans. Bon, moi j'y allais parce que voilà. T'as toujours été dans les soirées SP. Moi je voyage dans toutes les soirées et tout. Et du coup, il y a un morceau de Lincha où voilà, il y a un clip, vous êtes sur un bateau qu'elle fait avec toi, qui commençait à bien tourner. Je te donne mon doc là. Elle se fout trop de ma gueule pour ce clip. Ouais, mais moi personnellement, quand j'ai vu ce clip, je me suis dit,
Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est lui le prochain. Ah ouais, putain. J'ai senti un truc. Dans ce clip, t'as vu ça? J'ai vu ça dans ce clip. T'as un sacré radar. Hein, parce que moi, j'aurais vu ce clip, j'aurais dit c'est qui lui. J'ai senti ce truc. Et après, je sais pas si tu sors d'autres morceaux, mais moi, le moment où je me dis, c'est l'élu, c'est quand il y a un clip qui s'appelle Laisse brûler qui sort. Là, à ce moment-là, elle a l'air d'accord. Là, à ce moment-là, je vois le clip. Chris Macari, tout ça, des motos, on ne sait pas si c'est Paris, la Jamaïque, les autres, c'est à Paris fort. Donc, voilà, mais voilà, je vois le truc, je me dis, ouais, non, c'est sérieux. Et le morceau, vraiment le morceau, j'entends premier couplet où je me dis, ok, le mec est un mélodiste et tout. Deuxième couplet, ça toast vraiment et tout. Je me dis, ah ouais, le mec sait tout faire en plus. Non, je dis, je m'étais pas trompé sur le bateau avec Lincha. C'est lui, c'est l'élu. Comment, là j'ai l'impression que t'es beaucoup dans l'hexagone. Comment tu rentres dans cet hexagone, en fait? Tu sais, par exemple, le morceau Laisse brûler. Ouais. Ça, c'est des grosses tentatives. Mais mi-succès, mi-échoué. Ok. Succès au niveau du public. Ouais. C'est-à-dire, sur scène, c'était la folie. Ouais. Quand on allait à La Réunion, c'était genre, c'était Anthem. Ok. C'était un truc de ouf. On pouvait chanter 15 minutes. Ah ouais. Mais on l'avait fait dans un format pour que je rentre en radio en France. Ok. Pour une fois. On l'a fait en français, on l'a fait le style de dancehall que Major Lazer venait d'admettre. Ouais. Et tu vois, quand il y avait Watch Out for This, ça débat, là. Et finalement, c'est rentré dans aucun média. Ok. Mais c'est rentré dans la tête des gens et ça a voyagé chez des gens qui n'étaient pas forcément des fans ou des connaisseurs de dancehall. Ok. Mais des gens, des clubbers, des gens qui aiment la house, les voix, les trucs comme ça, tu vois. Ok. Donc c'est à ce niveau-là que ça a eu du succès. Pour moi, on faisait que des tentatives. On faisait que tenter des trucs pour l'hexagone. Et donc tu t'es dit quand même, je vais chanter un peu plus en français pour toucher vraiment l'hexagone. C'est à ce moment-là qui est le plus difficile. C'est ce moment-là où j'étais en studio, j'allais au studio vraiment tous les jours, comme si c'était l'école. J'allais à Montreuil, c'était de 9h30 jusqu'à ce que je sois fatigué, de 9h30 à 20h. Ouais. Et on faisait que chercher les prods étaient magnifiques, mais que chercher à avoir le même flow que j'ai en créole et en ou en jamaïcain en français. Et donc ça a donné Laisse brûler, ça a donné Je contrôle ma vie, mais j'étais pas satisfait parce que ça faisait vraiment vraiment pas naturel, quoi. Ouais. Ça faisait forcé. Et en plus, ce pourquoi on le faisait, ça marchait pas. On rentrait dans aucune radio en France. Mais c'était quand même des bons sons que les gens ont kiffé. Mais il y en a vraiment, il doit y avoir une centaine qu'on a jeté. Ah, ok. Donc, c'est cette époque-là qui était pour moi la plus difficile artistiquement de forcer l'écriture en français. Ouais. Tu devais te muter. Ouais, et j'habitais pas ici. Ok. Je venais juste pour ça. Tu faisais des allers-retours. Ouais, je dormais chez des potes, tout ça. Donc, je restais des 2 mois. Donc, ça coûtait de rester 2 mois ici. Et après, aller au studio pour chercher la pépite, quoi. Tu venais pas en hiver, j'espère. Ouais, c'était en hiver. Ouais. Oh putain. C'était en hiver. Je dormais à Palaiso. Je faisais Palaiso Montreuil. Donc, c'est loin quand même. Ça me tuait. Ça me tuait. Ah ouais. Et c'est dans ce studio-là que j'ai rencontré après Capleton, où j'ai fait le remix de Laisse brûler avec lui. Toi, tu rencontres Capleton dans un studio à Paris, à Montreuil. Ouais. J'ai rencontré Capleton dans le studio. Normal. Et on m'a appelé. Qu'est-ce qu'il faisait là? On m'a appelé parce qu'il faisait des doublets et il avait pas de bœuf. Et on m'a appelé. Le blague. J'ai dit, si j'amène la bœuf, il y a moyen il chante. T'as dit ça dès le départ? Oui, j'ai dit ça à l'ingé. C'était le deal. J'amène de la skunk et il chante. Je suis arrivé et tu sais, à l'époque, j'avais plein de piercings au nez. Ouais. J'avais beaucoup de chaînes en or, tout ça, et Capleton, il était assis au fond avec des gars. Il me voit arriver, je vois, il me regarde bizarre, tu sais, genre, c'est qui ce Babylonien, là, ce pêcheur, là? Il me regarde bizarre, je dis, sérieux, là? J'arrive, je dis, bonjour, Capleton, ça va? Et je parle en anglais. Et je sors la bœuf, ses yeux s'illuminent. Je dis, ah man, brother, you are the man. You are the man. Je dis, ah, tu vois, c'est comme ça, hein. Après, on lui fait écouter, Et il pose dessus, il mange le son, mais d'une violence. C'était pour lui, ça. Sous mes yeux, je le vois poser. Je me disais toujours comment ce mec pose, comme il gueule. Ouais. En fait, il chante tout doucement. C'est pas vrai. Mais collé au micro, mais tu sais, genre, comme un ninja, il fait... Et l'ingénieur gonfle la voix, et ça sort vraiment fort, mais c'est une technique de ouf. En fait, il crie pas du tout. Il est pas... C'est faux, il crie jamais dans le micro. C'est incroyable. C'est précis de ouf. Ok. Après, il dit, maintenant, Green Money, pour le truc, pour le feat.
Et moi, j'avais pas d'argent. Ah ouais. Donc c'est l'ingé, il lui sort Good Money. Je crois que là, t'étais déjà là, je crois. Et il lui sort de l'argent et il dit, ah, c'est ça que j'aime. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Capleton. L'ingé, il a payé comme. L'ingé, il a payé, Ok. ouais. Parce que l'ingé voulait produire le son. Ok. C'était 2000 €. Donc, Et ça va. ouais, ça va. Ça va. Et ensuite, dans ce studio, je rencontre Barrington Levy. Je rencontre plein de mecs qui viennent faire des À doublets. Paris. À Montreuil, ouais. Oh putain. À Montreuil, c'est là qu'ils venaient faire les doublets. Parce que le studio, c'était un ingénieur assez sérieux, il s'appelle Cisco. Ok, Cisco, je vois très bien. Il Big a up, enregistré les mecs super bien. Donc Ouais. tous les sons de système venaient faire leur doublets là pour. C'est un gage de qualité, quoi. Cisco. Ok. Barrington Levy. Ouais, Barrington Levy venait. Ouais. À peu près ça. Ouais. Incroyable. Et, Ok. T'as pas réussi à dealer de la bœuf contre. Non, Contre un featuring. Barrington Levy était très ferme. Très ferme. Il voulait de l'argent. C'est argent, mais au centime. Ah ouais. Et pas de comment ça va, c'est faire ta gueule. Ah ouais, lui, c'est l'usine. Je l'ai vu traiter les mecs, ouais. J'ai dit, ah non, laisse tomber. T'as pourtant dirait Ouais. un papa sympa. Non, Barrington Levy, c'est Big Man. Les Jamaïcains sont pas sympas, hein. Ah ouais. Les Jamaïcains, bah oui. c'est les, Non, mais c'est moi, les Antillais en Non, mais moi, il y a 10 fois moins. il y a deux Jamaïcains, j'ai toujours cru que c'était gentil. Barrington Levy et Chaka Demus. Ah Chaka ouais Demus, on dirait papa africain, truc. Ouais. Tu vois, Ouais. il a l'air gentil. Chaka Demus, il a l'air gentil, ouais. Oh, tu vois ce que je J'ai veux dire jamais rencontré, mais il a l'air gentil. Ouais. Ouais, on dirait un taxi driver. Driver Mais Barrington Levy, non. Barrington Ah ouais, Levy, il est pas comme ça. il est hard, hein. Ah, t'as cassé le mythe. Il est hard. Mais ils sont hard en général. Ok. Ouais. Donc, toute cette période-là, t'es là, t'essaies d'adapter ton truc pour l'Hexagone, faire ton truc en français, et tu dois sûrement sortir des tracks, mais moi, je te dis, moi, à mon niveau, moi, le moment où après, je te réentends, c'est Bendo, Ah ouais. qui est pas en français du tout, et ça prend tout le monde. Donc, ça veut dire, vous avez fait toutes ces tentatives à faire du français, Ouais. mais c'est pas un morceau en français qui a Je pris. te jure, frère. Je te jure que quand j'ai vu Bendo, je me suis dit, j'ai perdu beaucoup d'énergie et de santé à tenter. Mais Bendo, c'est un hasard. C'est un hasard. Raconte-moi l'histoire de ce morceau, C'est parce un que c'est hasard fou. pour moi. Donc je suis rentré en Martinique. Mhm. J'ai lâché le studio à Paname Mhm. pour le moment. Et j'étais au studio chez Shorty, au François. Mhm. Et j'allais vraiment au studio à cette époque-là. C'est là que je me sentais le mieux, dans toute l'île. Ok. Et on n'avait pas d'heure, on buvait beaucoup. Et je reçois cette prod de Pyromane et je commence à... C'était la fin de séance. Donc je dis, ouais, avant que je parte, mets ça là, que je fasse un yaourt avant que j'oublie. Mhm. Et je commence à chanter, mais vraiment sous alcool. Mhm. Mais sans parole. Après, on boucle. Et j'envoie un voice note à Clara. Elle était à Miami, je crois. Mhm. Et je dis, vas-y, j'ai fait ça, bonne nuit. Et je me lève, elle me dit, comment ça, bonne nuit? C'est quoi ça, machin? C'est quoi ce son? Je dis, non, c'est un yaourt. Elle me dit, un yaourt? Elle me dit, frère, on tourne au studio, écris le son comme tu veux, dans la langue que tu veux, Voilà. mais finis le son de A à Z et envoie. Mhm. Donc je suis retourné, j'ai pris le yaourt comme il était, avec la même voix d'alcoolique, Ouais. et j'ai fait Bendo. Je lui ai envoyé, et c'est devenu le plus gros son, mon plus gros son. Avant de venir, j'ai vu, il est à 42 ou 47 millions de vues sur YouTube. C'est incroyable. Et C'est le premier single. Et surtout, le truc, c'est que musicalement, c'est de la trappe. Ouais. C'est Je pas- savais pas que c'était de la trappe. Ok. Ouais. Et du coup, ça brouille plein de pistes. Et pour dire la vérité, même aujourd'hui, quand j'écoute ce morceau, je pourrais pas dire quelle musique c'est. Ouais. Parce que ce que tu fais dessus, c'est pas obligatoirement du reggae. C'est pas du rap non plus. Mhm. T'as créé quelque chose. Ouais, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. J'ai essayé pendant 3 ans de le refaire, ce morceau. Et Sous l'album d'après. t'as jamais réussi. Bendo de jamais. Ouais. J'ai demandé la prod. Pareil. J'ai cherché les flows pareil. J'ai jamais réussi. Et c'est devenu le premier single de mon premier projet en maison de disque chez Universal. Raconte-nous comment tu signes en maison de disque, comment tu deviens justement celui qui va casser ce grand trou qu'il y a eu entre Chris et puis toi finalement. Comment tu te retrouves à signer? On enchaîne les singles de nous-mêmes. Mhm. C'est-à-dire Clara et moi, on s'est mis à bosser des singles nous-mêmes. Donc Clara qui est ton manager. Clara qui est mon manager et ma femme. Ok. On a pris nos sous, on a commencé à s'autoproduire, on a fait plein de singles. Mhm. 4 croisés, chansons du Mouaka, etc. Ouais. Même Les Brûlés, en vrai. Mhm. Et elle commence à recevoir des appels. De tête, j'ai pas tous les noms des labels, mais beaucoup de labels. Ok. Je me rappelle, on va chez Sony une première fois. Donc c'est eux qui vous contactent par rapport à tout le bruit que vous faites.
Je crois, c'est ça. Ouais, il nous contacte, elle m'amène chez Sony. On s'assoit, il me donne à boire, il caresse mon ego. Ils me disent, on fera de toi le prochain Sean Paul et Shaggy. Allez, cassez-vous là. Ciao. C'était pas dans tes plans, ça. Ouais, casse-toi. On est parti. Ok. Après, on a... Mais c'est bien parce que c'est pas genre moi, j'ai fait casse-toi et elle a dit non, réfléchis. Elle me dit, ils sont Vous malades. étiez d'accord tous les deux? Elle me dit, ils sont ouf, Okay. vas-y. Et surtout qu'elle sortait de Colonel Riel. Ok. Donc c'est pas comme si elle connaît pas les clichés qui peuvent être créés par les maisons de disques. Les Tu vois. rouages, comment ça se passe, ça? Et au final, on s'en plein de demandes. Et elle me présente, un mois, elle m'appelle, elle me dit, je crois que j'ai trouvé les bons. Ils ont l'air respectueux de ta musique, de ton identité, de ton ADN. Donc viens les rencontrer. Donc elle les rencontre avant moi. Et quand elle m'amène au rendez-vous, moi je suis un peu méfiant, donc je leur dis, ouais, moi mon truc, ce que je veux déjà d'entrée, c'est chanter en créole quand je veux. C'est faire du dancehall quand je veux. Et bien sûr, on fera du business. Il y aura des compromis, mais Bien sûr. pas ce que vous pensez, quoi. Ouais. Il y aura pas de compagnie créole, tu vois. Il me dit, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on veut. C'était qui à l'époque? Julien Creusa, ouais. Ok. Il y a pas de problème. J'ai un problème. Pas de problème. Pas de problème, moi. Donc on fait l'album. On fait où l'album? À Miami. On fait à Miami. Le gars se rappelle plus qu'il a enregistré à Miami. Ouais. C'est-à-dire Miami, Non, mais t'as dû aller 50 fois. C'est pourquoi? C'est parce que Bendo, je l'ai fait en Martinique. Et quand je pense à cet album-là, je pense à Bendo. Ah ouais, donc t'as Donc l'impression que tu j'ai l'as fait en Martinique. alors que non. Dans un studio qui fait la moitié de la table. Ouais. Ok, comme quoi, des fois on n'a pas besoin de luxe. Pas besoin. Ouais. Et quand l'album est fini, on leur ramène 2 feats Booba. On leur ramène. Déjà, tu sais que ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, c'était la première fois. Booba, s'il te donne un couplet, tu te débrouilles. Ouais, il m'a dit. Toi, t'as 2 fois Booba sur l'album. Il m'a dit donne-moi Rouge et Bleu. Qu'on a fini les 2 sons. Ok. Il m'a dit donne-moi celui-là. J'ai dit non, je garde les 2. Ah, vous voulez le récupérer pour son album? Il m'a dit donne-moi Rouge et Bleu pour moi. Voilà. Et toi garde NWA. Non, je veux les 2. Il dit mais non, laisse-moi faire mon truc quand même. Tu vois. Et il m'a laissé les 2. Et on est en finissant Miami. Clara appelle le label pour dire faut nous envoyer des sous parce qu'on va tourner Bendo avec un mec qui s'appelle Damien Five qui nous a été envoyé par Macari. Et ils disent non. C'est pas du tout le plan, c'est en créole, allez éclater votre bulle, machin. Donc là, elle dit, ok, on fait enculer, on va faire nous-mêmes. Elle prend dans sa poche, elle paye le clip, elle leur fournit le clip sort. Premier clip entier à faire 1 million en une semaine. Incroyable. Universal, oh là là, quelle fierté pour nous. Quelle fierté. C'est pas vrai. Mais quand je te parle comme ça, je suis pas du tout en mode aigri contre eux. Hein. Ouais. Moi, je les kiffe. Hein. Ouais. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Non, faut le dire, c'est bien. C'est-à-dire, c'était vraiment un coup de poker. Elle a dit ça va être ça le premier single ou rien. Donc je suis arrivé en France en tant qu'antillais avec un premier single en créole où je parle de Bendo, où le clip il y a des calaches, il y a des strings, il y a des keufs qui me tuent. Tu vois. Donc c'était ça, voilà, l'histoire de Bendo. Quel coup de force. Ouais, ça c'est un coup de force ça. Bravo Clara d'avoir eu la vision et d'avoir insisté. Ouais, elle a eu la vision du studio au clip. C'est beau, c'est vrai. Du studio au clip. Toi, c'était un yaourt. Ça se trouve, le lendemain, t'aurais oublié, toi. Totalement oublié. J'ai complètement oublié ce son. Donc, du coup, ce morceau-là, moi, je te dis, je me le prends dans la gueule. Je dis, c'est un truc de malade. En soirée, c'est n'importe quoi. Ouais. Des grands pogos. Ouais. Il y a des grands pogos. C'est les premiers pogos de cette génération. C'est un truc de ouf. Il y a des grands pogos sur ce morceau. Et là, je me dis, attends, le mec, il est là, il y a une grosse machine derrière lui, il y a Universal. L'album sort, je dis, je vois, il y a 2 fois Booba, il y a Admiralty, tout ça. Et l'album, il est vraiment super chaud. Et je me dis, je m'étais pas trompé depuis le bateau. Ah, mais c'est dessus qu'il y a Tekken. Non, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, moi, à ce moment-là, je bosse chez OKLM. Ouais. Et donc, on me dit, demain, on reçoit Kalash. Donc, voilà 6 morceaux de l'album. T'écoutes, et voilà, demain, vous devez l'interviewer. Je dis, ok. Donc, il n'y avait pas tout l'album. J'écoute, et je tombe sur le morceau Tekken. Ouais. Pull-up 1 fois, pull-up 10 fois, pull-up 50 fois. Je dis, mais ça, c'est un truc de malade. Et je me rappelle comme c'était hier, ça. C'est un truc de malade. Et donc, vous venez à l'émission et je te dis, ça, là, c'est un morceau que j'aurais voulu écrire.
Ça, c'est vrai, ça, ouais, je me rappelle de ça. Ça, j'ai dit direct. Surtout le deuxième couplet. Non, j'aurais trop voulu dire ça une fois dans ma carrière. Fumier, lui. Déjà ça. Et surtout, je dis, mais ça, c'est un truc de fou. Et à ce moment-là, il est pas en single. Et j'ai l'impression que toi, Kalash, quand je te dis ça, tu me regardes du genre, mais il est fou. Ouais, je me suis dit, bizarre, Driver. Ouais. Je le connais avec plus de goût. Et pourtant, je m'étais pas trompé. Non, j'aimais pas ce morceau. Qui fait que le morceau sort en single finalement? C'est encore la même chose, hein, c'est encore la même histoire. Hein. C'est un morceau qu'on a fait à Miami, à Circle House, avec Steven Genius, Genius. Et Clara me dit, ouais, il y en a marre des sons où ça parle de rien. Même si c'est joli musicalement, mais nous, on aime les meufs, on aime quand il y a une histoire. Elle me dit, pense à Murder Inc., à Shanti. Ouais. Moi, j'ai kiffé à cette époque-là. C'est vrai que c'était des histoires. À chaque fois, ils avaient c'était des histoires. Dans des fêtes foraines avec des glaces, des barbes à papa. C'était tout, c'était coloré, c'était boisé. Ouais. Il vient en bas de chez sa mère pleurer. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et on sort, on était dans un petit escalier, mais ce que là, c'est un studio d'enculé, hein, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Et je me mets à écrire les premières phrases. Hey baby, hello, j'espère que je vous dérange. Déjà, cette entrée est incroyable. Elle me dit, c'est parfait, c'est parfait. Moi, je rêvais de dire ça, mais j'y pensais pas. J'espère que je vous dérange. Mais c'est magnifique. Quelle entrée. Et après, je fais le... Mais tu m'as l'air d'être quand même un vanneur avec tes potes. Parce que pour penser à cette phrase quand même... Ouais, c'est le truc d'un mec relou, ça. Donc ça, c'est clair. Mais relou, mais qui sait que cette phrase va déclencher clair. Un rictus à la meuf. Et je rentre en cabine et je commence à poser mes phrases par phrase. Ok. Et Jacques là, ouais, faut qu'on... On va aller dans le drame, hein, vraiment. Genre, insulte-moi en face, etc. Et en fait, on construit le son comme ça, on l'écrit à deux. Et on termine le son. Et genre, un mois après, Genius nous renvoie le son, mais complètement transformé. C'est-à-dire la prod n'a rien à voir. Ok. Mais ça m'a pas dérangé, c'était beau. Ouais. Et c'était donc la version qu'on connaît de l'album. Voilà, c'est cette version-là. Magnifique. Et du coup, Clara me dit, ça faut que ce soit un single. Je lui dis, tout ce qu'il y a sur l'album là, ça c'est un single. Mais je lui dis, ça c'était, je crois, la piste 7. Je lui dis, je pense que c'est le son qui va faire que les Antilles vont dire, encore, voilà. La maison de disque, elle l'a plié. Elle l'a changé. Ça y est, il s'est, quand à l'époque on aimait dire ça, il s'est commercialisé. Il s'est adouci. Pas parce que c'est une chanson d'amour, hein, mais c'est ce que je ressentais sur le morceau. Au final, c'est le morceau le plus streamé de l'album. À part Rouge et Bleu avec Booba. Tekken est plus streamé que Bendo. Et t'es tout seul dessus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas un son street. Ouais. Donc c'est le plus gros succès de l'album en vrai, Tekken. Non, très gros morceau. Jusqu'à maintenant. Et tu sais d'où est parti ce truc de... Moi un jour, j'anime une soirée, le DJ met ce morceau, donc je fais mon show, hein, je fais comme si j'étais Kalash. Et tout d'un coup, je dis insulte-moi en face, tout le monde dit Kounia, maman. C'est magnifique. Ça a commencé où? J'ai la vidéo, je vais te la montrer tout à l'heure, j'ai la vidéo de ce commencement. C'est parti de mecs autour des yoles, qui étaient sur un bateau complètement défoncé. Et le son, il jouait sur l'eau. Et il y a un qui répond, oh, maman, mais tu sais, avec le cœur, quoi. Genre, il parle à une ex. Et cette vidéo, je l'ai postée. Et c'est devenu viral. C'est le truc. Dans le monde entier. Je vais aller au Canada, New York, n'importe où, les gens disent ça. Tu sais que moi, la seule fois où j'ai entendu un truc similaire dans la musique antillaise, alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais moi je te dis de là où je suis, moi, c'était Kassav, Zougla, c'est celle quand oh malade, oh l'hôpital. L'hôpital est pas dans le, il est pas dans le son. Sur le disque. Et tout le monde dit ça. Et tu sais quoi? Et j'entends ça sur ton truc. Je vais passer pour un inculte. C'est à la mort de Jacob de Varieux que je me suis refait tous les concerts pas tous parce qu'il y en a trop, beaucoup de concerts de Kassav dans les grandes salles. Dans l'océan Indien et Bercy et comment ça s'appelle l'Arena? U-Arena. Ils ont fait l'U-Arena. Oui. Et je vois les gens, ils disent à l'hôpital, et j'étais avec un pote, et il me dit ça c'est les gens qui ont inventé ça. Oui. J'ai dit je pensais que c'était dans le son moi. C'est pas ma génération. Et je connaissais. Et c'est pas dans le son. C'est les gens qui ont créé ça. Et j'ai ressenti le même truc avec toi. C'est là je me dis mais attends, ça sort d'où ça? Et maintenant tu m'expliques que ça vient d'une vidéo. C'est des mecs qui ont créé ça et je leur ai dit je leur dois des points SACEM. Je les ai retrouvés là. Très bien. Cet album, Chaos, fait disque d'or. Et je vois une grande campagne où tu rentres en Martinique et tu ramènes disque d'or là-bas. Je vois t'en offrir un au maire.
C'est beau. Tu peux me raconter un peu cette période et comment tu la vis? Parce que, en vrai, tu vois, les Antilles, j'ai l'impression que des fois c'est la France, des fois c'est pas la France. Seulement quand ça arrange. Et c'est là que tu te rends compte que des artistes antillais qui ont des disques d'or, il n'y en a pas beaucoup. Et tu rentres dans ce petit cercle. Ouais. Et tu rentres au pays avec les disques d'or. Tu peux me raconter toute cette période-là? Ben, j'étais, je partais pour faire un disque d'or dans ma tête, mais c'était un objectif. Mais quand je l'ai eu, c'était vraiment genre, dans ma tête, c'était le plus gros accomplissement de toute ma vie. Donc quand je suis rentré vraiment comme si je rentrais avec la Coupe du Monde. avec de l'eau dans un désert, quoi. Ouais. Au niveau artistique. Parce que aucun des artistes qui m'ont influé n'avait de disque d'or. Ouais. À ce jour. Bounty Killer, Admiralty, Sahel, etc. C'est Kassav. Ouais. Mais c'est une autre époque. Ouais, c'est des disques se vendaient comme du pain, tu vois. Et donc c'était un exploit et ouais, je l'ai ramené, j'ai annoncé ça devant 40 000 personnes à Fort-de-France. C'est beau ça. Et ouais, je l'ai offert au maire parce que c'était vraiment genre pour que dans des années, les gens se rappellent que ça a été fait pour la première fois ici, quoi. Ouais. Donc le disque, il est pas au nom du maire, il est au nom de la mairie, donc il est dans la mairie. Okay. Donc les maires se suivront, mais le disque ils auront le disque là et c'est ce qui va se passer, ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais ouais, le disque, c'était vraiment un truc qui était pas... Je voulais le faire, mais je m'attendais pas à l'avoir. Ouais, je crois que c'est en 2018, j'étais en Martinique, et je parlais avec des gens, ils me disaient, tu sais, Kalash, c'est le premier disque d'or depuis Kassav. Les mecs insistaient. Et ils disent, ouais, il est martiniquais. Et là, les gars étaient fiers. Donc ça, t'as ramené vraiment plus qu'un disque d'or. Ouais, ça m'a mis un truc sur les épaules, ça. Ouais. Justement, tu me tends la perche. Succès. Ce truc sur les épaules, tu dois faire un nouvel album. Universal derrière, on sait ce que c'est une major, ça attend des résultats. Quand tout marche, c'est super, quand ça marche pas, c'est la guerre. Comment tu bosses sur cet album-là? Il y a une pression? Non, il n'y a pas de pression parce qu'on repart dans les mêmes conditions, on dit qu'on reprend la même équipe et on refait le même album. Mais le problème, c'est que la musique a évolué. Ouais. L'ère du streaming vient d'être créée, vient d'apparaître. Ouais. Et on part à Miami, on fait des sons, on reprend les mêmes, Roshan, Genius, Pyroman. Ouais. Certains nous ont lâché, mais la base est là. Okay. J'enregistre chez Roshan, ça. Et à un moment, je me dis, ouais, il faut que je fasse une tracklist où il y a des noms qui vraiment vont marquer les gens de chez moi. Ouais. Donc je dis à Roshan, je veux chanter avec Vybz Kartel. Et Vybz Kartel est en prison. C'est ce que j'allais dire, faut préciser où il est. À vie, live. Et je lui dis, et je veux Movado aussi. Et Vybz Kartel et Movado, c'est la plus grosse guerre qui a existé en Jamaïque. Et c'est mes deux artistes. Mais dans mon top 3, ils font partie du top 3. Ok. C'est qui le troisième? Le premier, c'est Bounty Killer. Ok. Bounty Killer a créé les deux. Et les deux se détestent. Et les tapent. Au final, Roshan me fait avoir Kartel. Mais explique. Le mec, il est en tôle. Comment t'arrives à voir Kartel? On arrive à l'avoir. Roshan m'a fait jouer de jamais dire. Ok, donc ne dis pas. Mais on arrive à l'avoir. Ok. Ensuite, je veux Movado. Et on l'attend au studio. Il me reste peut-être... On est là depuis 2 semaines. Hein. Il me dit, je viens. Il reste un jour. Il est toujours pas venu, mais il dit, il vient. On prend nos valises pour aller à l'aéroport. Bon, c'est fini. On se dit, bon, ben, il n'y aura pas de Movado, mais on a un Kartel au moins. Ouais. Le jour où on part, on est dans la voiture avec nos valises. On reçoit un appel. Venez chez moi. Le chauffeur, on fait un détour. On se gare en bas de chez Movado. On monte un ascenseur. L'ascenseur arrive direct dans un appart. La porte s'ouvre. Je vois Movado pour la première fois de ma vie. En vrai. Ok. Enfin, en face à face. J'avais déjà vu sur scène. Et c'était spécial. C'était bien, mais c'était spécial. C'est-à-dire, je me disais, putain, on a réussi. Mais il n'a pas encore posé, donc. Ouais. Et puis, vous aviez un avion à prendre. On avait un avion, mais on était prêt à le rater. Ok. Je crois qu'on pouvait pas le rater. Je crois qu'on avait un truc qui nous forçait à ne pas le rater. Donc, on est là et on se dit, c'est juste un couplet. Ouais. Donc, Genius se met à la machine. Movado, il s'assoit, il boit un thé. Sa femme vient le chercher. Il marche. Il revient. Il mange. Il prend un drap noir. Il met un drap noir contre le mur. Il nous regarde, il sourit.
Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit à Clara, soit c'est du cinéma, soit il est en train de nous montrer son secret. Et son secret, je vais le regarder. Ah oui. Il pose le truc. Là. Après ça, il se met, il dit, mettez le son. Il met le son, il écoute. Uh-huh. Il dit, traduisez-moi chaque ligne. Je lui dis, ouais, en gros, c'est ça. Il me dit, non, pas en gros. mot par mot, je veux. Il veut tout. Donc il commence à chanter dans le micro, il écrit pas, il chante. Après chaque phrase, il se retourne, il nous fait You like it? Et lui fait ouais. Il fait You girl never stop. You like it? mais le gars dont on parle, c'est Movado, bon c'est Big Star, mais c'est Big Madman aussi. Donc il y a une ambiance dans le studio spéciale. Et le son, il le pose et il y a l'avion. Uh-huh. Donc je me dis c'est bon, on y est. Là, dit on doit y aller, machin, on le check, tout ça. Je lui dis bon, combien d'argent on te doit? Il dit famille. C'est pas vrai. On avait prévu de lui donner 20 000 euros. Donc on l'a jamais donné 20 000 euros. Incroyable. Il nous a dit faites quelque chose avec l'argent. Et ce jour-là, son manager lui a donné une Rolex. Ah ouais. Deux Rolex. Une rose, une dorée. Et il regarde, il me regarde, et il me fait un jour t'en auras une. Je lui dis bien sûr un jour j'en aurai une. Comment ça? Je crois 2 mois après j'en ai une. Voilà. Je lui envoie une photo. Et donc du coup on rentre dans l'avion sans le son. Mais je sais qu'il l'a posé et que Genius est là. Voilà, c'est mon ce que j'allais dire. Votre ingé, il a le son. Genius est garant, tu vois. Et je reçois le son. Gratuitement. 8 heures de vol, je pense qu'à ça. Je pense qu'au son dans ma tête. Je te comprends. Et qu'on arrive à Paris. Puis il est dans ton top 3. Top 3. Magnifique. Et on reçoit le son. Ouais. Et le son est magnifique. C'est God Knows. Et t'as les 2 ennemis sur le même album. J'ai les 2 sur le même album et toute la Jamaïque qui parle de ça. Genre Kalash, International Artist Kalash. Il a les 2 Kartel et Movado sur le même album. Comment ça a pu se passer? Est-ce qu'ils sont au courant? Moi j'ai mis les 2 au courant. Ah ouais? Ouais, j'ai prévenu. Ouais. Ah. Je suis très. T'as pris le risque? Je suis très respectueux de ça par contre. Je préfère qu'ils me disent non et que ça coule. C'est ça, t'as pris ce risque là. Que de me mettre mes, entre guillemets, idoles à dos. À dos, ouais, je comprends. Non, c'est bien. Donc je leur ai dit, ils m'ont dit, man, business. Ouais. Hein? C'est pas trop comme ça en France. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Et de cet album-là, donc, qui s'appelle Mwakamoun, le morceau qui va faire le plus de bruit, c'est Mwakamoun. Ouais. Avec Damso. Ouais. Donc voilà. La collaboration avec Damso, si tu peux m'expliquer, surtout que ça a donné lieu à plein de morceaux. Ouais. On dirait que vous en avez même plus que ce qui est déjà sorti. On en a plus. Voilà. Il y a un album en commun. Damso, j'étais au studio le jour de la remise de l'album. Uh-huh. Et j'étais vénère, j'attendais les pistes de Cartel. Ok. J'avais le son, mais pas les pistes pour mixer. Okay. J'étais à Boulogne. Et je dis, ouais, en attendant qu'on reçoive les pistes, puis Oman, t'es sous le canapé, je lui dis, fais un truc. Et son casque, il joue, mais le son sort. Tu sais, c'est les beats by Dre, là. Ouais. Malin sonorisé, là. Sa mère. Et j'entends, et je dis, ah, c'est lourd, ça, machin. Il dit, non, c'est pas fini. Je dis, envoie à Hugo. Mm-hmm. Il m'a met le son. Mais c'est vraiment pour attendre. Mm-hmm. J'entendais de fumer, donc je dis, qu'est-ce que je vais faire? Un peu d'âme dans la bouche. Et je pose. Et il me dit, voilà les pistes de Cartel. Je dis, vas-y, mets ça à côté. Et je fais une note vocale, je parle à Damso, et Damso entend. Il me dit, est-ce que tu peux refaire la note vocale, mais sans parler, alors, juste avec le son derrière. Mm-hmm. Et je lui fais, non. Il me dit, envoie. Il dit, ah ouais. Il me dit, ça, c'est sûr que c'est un hit, ça. Sûr et certain. Et Damso me renvoie un couplet, direct. Et à la fin, il me dit, attends, il y a un bug. Mm-hmm. Puis à la fin, j'entends un truc comme si l'instru devient... se mange, tout ça, sa voix, on comprend pas. Je lui dis, je pensais que t'avais fait exprès de faire ça, moi j'aime comme ça. Il me dit, t'aimes comme ça? On garde le bug. Donc le bug est devenu un vrai couplet de Damso. Et ce morceau, et Mwakamoun est né comme ça, ce jour-là. Donc on l'a appelé l'album Mwakamoun, ce jour-là. Mais t'es en train de me dire que t'étais sur la fin de l'album, en fait. Ouais, l'album était fini. Voilà. C'est juste les voix de Cartel qui manquaient pour mixer. Ce morceau, là, si Cartel avait envoyé ses voix la veille, ce morceau n'aurait pas existé. Il n'aurait pas existé. Ouais. C'est un truc de fou. Et ça devient le plus gros single de l'album. Le titre de l'album. Le plus gros single de France. Tu vois? À ce moment-là, c'était chaud. Ouais. Et à la base, Allô, là, Terry, c'est Y'a pas d'eau. Ça, c'est un son que j'avais donné à Booba à la base. C'était pour son album. Ok. Et c'était pas KLH dans le zoo, c'était KLH B2O, c'était ça le son. On n'a pas aimé le son.
Donc c'est pour ça que je te dis que j'ai fait Mwakamoun, c'était vraiment un freestyle dans la cabine. Je dis je pose ça pour voir ça dans l'instru et puis Nick. Ouais. Et on a gardé finalement, comme Damso m'a dit qu'il kiffe, qu'on a gardé. Il a fait un couplet d'anthologie, Damso. Ouais, un de ses meilleurs couplets. Ah ouais, c'était Voilà. c'était quelque chose. Ouais. Et donc Carton, le single c'est la folie, l'album aussi ça prend et tout. T'es installé et bon, je vais sûrement passer des étapes et tout, mais il y a Drake qui vient faire un concert à Paris. Je crois il a 2 ou 3 dates, je sais plus, à l'Accor Arena. Et c'était 3, 2, je sais plus, 3, 2 ou 3, 2, je me rappelle plus. Il y a une, il y avait Hamza. Voilà, Deux. voilà. Et il décide de faire participer des artistes francophones et à ces 2 dates parisiennes. Et je sais qu'il y avait une date, comme tu dis, il y avait Hamza. Et il y en a une, c'est toi qui est... Ouais, le final, la dernière. Qui est programmée pour jouer... Un morceau, t'as fait Mwakamoun? Avant de monter, on m'a dit t'as exactement 60 secondes. Ah ouais. On m'a dit t'as 60, Oh, putain, t'as 60 c'est même pas secondes un pour morceau. éteindre Bercy. Ah ouais. Je leur ai dit, je sais très bien avec quel morceau je vais le faire. Facile. Ouais. Et donc, t'as joué Mwakamoun. Ouais, j'ai joué Mwakamoun. Parle-nous de cette C'était expérience. un truc de ouf. C'était, on a check, c'est Tiffany qui s'appelle? D'abord Q qui nous a présenté Tiffany. Voilà, d'abord Q qui nous a présenté Tiffany. Qui sont ces gens? Faut expliquer. Q, c'est qui déjà? C'est un mec qui est dans la musique depuis des années. Il était choriste pour Diams à l'époque. Il est DJ, il est producteur. Tu le connais? Tu connais Q, je pense. Moi, Oui, mais pour les voilà. gens comprennent. Fais-leur comprendre. Un mec qu'on connaît depuis très Parle longtemps devant le micro. Ah, faut le rapprocher le et micro. qui nous a présenté Tiffany Calvert, qui était une des meilleures DJ de Londres, qui maintenant d'ailleurs a ouvert un label, je crois, et qui était en connexion. Ils étaient les 2 en connexion et voilà. Ils ont pensé à Kalash pour Super. ce moment. Ok. Donc, je suis dans la cuisine chez moi. Je suis en train de fumer, boire une Corona. Et ma femme me dit, tiens, cadeau. Elle m'offre des lunettes. Ok. Je dis, ah, merci. Elle m'offre tout le temps des cadeaux. Donc, j'ai dit, merci. Elle me dit, tu vas les mettre demain à Bercy. Et j'ai dit, ok, ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes là, Bercy de quoi? Elle m'a dit, demain, tu vas chanter avec Drake. Il dit, toi, t'aimes bien t'inventer des défis comme ça. Parce que des fois, elle dit des trucs, mais c'est pas fait. c'est pas fait. Elle doit le faire. Donc, Mais parle comme si c'était moi, fait. dans ma tête, demain, je serai chez moi. Ouais. Elle me dit le soir, bon, ça se fait pas. Désolé de t'avoir dit ça. Je dis, mais j'y croyais pas, hein, moi, de toute façon, donc t'as pas à être désolé. Hein. Non, ça me fait rien du tout. Ouais. Le jour même, elle me dit, habille-toi. Ah, donc ça a changé plusieurs fois? Ouais, ça. Tu peux lui donner le micro? Je sais plus quelle était la raison, mais ils nous ont booké. Par rapport aux assurances, ils ont annulé. Ouais, il y avait un truc par rapport à la pyrotechnie. Ils n'avaient plus le droit d'avoir plus de nombre qui était prévu Ok. de gens sur scène. Donc ils nous ont dit finalement non. Ouais. Finalement oui. Finalement non. Ouais. Et finalement oui. Oui. Peut-être aller 5 heures avant le concert. Quoi. Ok. Incroyable. Donc on s'est préparé, on a été accueillis, bon, comme si j'étais Drake. Ça dit, on nous a bien accueillis, on nous a mis en cool. loge, C'est bien. à boire, tout ça. Et j'ai un moment où je dois passer. Et par contre, là, je sais pas pourquoi j'avais 0 tract. J'avais 0 tract. Je suis rentré sur Mwakamoun et 60 secondes. Ok. Ça a plié la salle. Je sors de scène. Pardon. Et pendant que je sors de scène, on est content. On se check. Il y a un gars qui me dit Yo! Et je me regarde, c'est Tory Lanez. C'est ça qu'on veut savoir. Ouais. Tory Lanez, il me dit Putain, tu tues, tu tues. Viens dans ma loge. C'est-à-dire que lui, il a vu ta prestation Ouais, il a de vu, 60 secondes. Ouais, il a vu, ouais. Il a capté comme moi, j'ai capté le calage dans le bateau. Le bateau avec Lyncha. Tu vois ce que je veux dire? Non, Tory Lanez, c'est mon gars. Donc, explique-nous tout. Il me dit venez dans ma loge, tous. Et on était nombreux, tous, on rentre. Il est trop gang. Une lui. loge que j'avais jamais vue à Bercy, mais tu sais, une loge qu'ils ont créée. C'est pas une loge, c'est une salle des machines où ils ont vidé les machines. Oh, ok. Et dans la loge, il y a des ingés, tu sais, on dit un petit label, la loge. Et il me dit, allons boire, tout ça, on boit, on se met bien, et on parle, il me dit, est-ce que ce soir t'es dispo pour qu'on fasse un EP? Je dis, un EP, c'est quoi un EP? Pour bien comprendre ce que t'appelles un EP. Il me dit, 5-6 morceaux là, ce soir-là. Et est-ce que tu en es capable d'enregistrer? J'ai dit, moi, on enregistre ça tout de suite. Et ces ingés sont là. Et je dis aux ingés, ce soir, on va enregistrer. Il me dit, il est sérieux, machin. Je dis, frère. Donc on parle. On dit, bon, allez, faut libérer Bercy, Drake a fini, on va manger. Et on part manger. Avant que tu continues sur ça, c'est quand même appuyer un truc. Le mec te voit sur scène pendant 1 minute. Il te trouve
tellement fort qu'il veut faire un EP avec toi. Ouais, c'est pas normal en vrai. C'est pas du tout normal. Parce que là, tu racontes ça, tu veux passer à l'étape suivante. Ouais, mais non, c'est pas du tout c'est normal. pas normal. C'est pas du tout normal. C'est un truc de ouf. Mais la soirée n'a rien de normal de ma présence au concert de Drake, en train de fumer un joint, et la scène, c'est un drapeau bleu-blanc-rouge. Ça n'a aucun sens. C'est clair. La scène est immense. Le public est content. Ouais. Les Français dans un choquerie. Ouais. Ils ont pas envie de voir un Français À la base, non. arriver à raconter ça là. Il dit qu'est-ce qu'il veut lui, machin. Parce que tu sais, les gens, des fois quand ils vont voir un quinri, même ça peut m'arriver aussi, ils sont méprisants des Français. Tu sais, ils disent oh non, pas la huisse. Ouais. Putain, tu vas venir nous casser les couilles là. Voilà. Avec, vous êtes là ou quoi? Hein? Et là, c'est passé, Et là, c'est rentré. Ouais. Donc on sent, on le voit, on parle, il dit ça. Ouais. Et Donc Clara, là, vous alliez manger. donc là, elle me dit, je sens que cette soirée-là, elle est spéciale, machin. Ouais. Donc mes gars de sécu, je les remercie. Je leur dis, vous pouvez rentrer chez vous. La suite, je préfère que vous soyez pas là pour pas imposer de monde dans sa suite. Je vais que avec Clara et mon DJ. Donc mon garde du corps me dit, t'es sûr, machin. J'ai dit, ouais, je donne mes clés. Donc il me donne les clés. On part, machin. On était tellement excités que la Porsche, c'est 2 places. Hein. Et mon DJ, il est à l'arrière, tu sais. Il est en biais. Et que ça s'embrouille sous la route de Bercy sous les Champs-Élysées. Tout le monde s'engueule, s'insulte, les voitures se frottent. C'était le samedi soir le plus chaud des Gilets jaunes. Ah oui. Ça, tout avait cramé. C'était le plus chaud, mais vraiment le plus chaud. Et j'ai un accrochage sous les champs, les keufs m'arrêtent, ils m'amènent au poste. Quand ils m'amènent au poste, je leur dis, les gars, ce soir-là, je dois faire un EP avec Tory Lanez. Alors, laissez-moi sortir ce soir et je reviens demain. Elle a dit ça. Je vous jure, les gars, je vous laisse ma montre. Dans un magasin. Je vous laisse ma montre. J'ai pas assez d'argent, mais je reviens demain avec la somme. Comprenez? Tu voulais laisser ta montre? J'ai dit, les gars, je vous laisse ma montre, mes chaînes, je sors, je reviens. Après, je fais toute la garde à vue, dépôt, allez. Tout ce que tu veux. Parce qu'en plus, c'est des keufs. Les keufs qui t'arrêtent, ils te jettent dans un commissariat et tu les vois plus, eux. Ouais. Ils retournent casser les couilles. Voilà. Ceux qui sont dans le poste, c'est d'autres personnes, c'est ceux qui te gardent. Et eux, ils t'aiment, tu vois, en général. Ouais. Donc eux, ils m'ont donné leur téléphone pour écrire à ma meuf. Ok. Ils t'ont reconnu, ils savaient qui t'étais? Fort. Ok. Ils m'ont donné une cellule où il y a un lit en hauteur. Les gars dans les cellules m'ont donné leur matelas, tu vois, des trucs. Je dis, mais laissez-moi. Je dis aux gars, je dois faire un son avec Tory Lanez ce soir, les gars. Ils disent, ouais, laissez-le sortir, machin. Même nous, gardez-nous plus longtemps, vous êtes des chiens, machin. Ils disent, ouais, on veut bien, mais c'est déjà monté au parquet. Ça commence à parler sur BFM, donc on peut pas. Donc j'ai dit, putain, qu'est-ce que je vais dire à Tory Lanez? Et je dis aux gars, ouais, c'est comment dehors, là? Ça parle comment? Et le keuf, il me dit, là, dehors, ils sont en train de t'allumer sur le net. Ah ouais, t'es dans une sauce. Il dit, oh putain. Il dit, bon, ben, il y a ma femme que ça va. Et puis, si j'y vais, j'y vais. Hein. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on me défait au dépôt. Donc, ah ouais, ça a été plus qu'une garde à vue, en fait. Ah ouais, on me défait au dépôt. Après, dépôt, comparution immédiate pour menaces, violences sur les forces de l'ordre, tout ça. Donc ils me disent, y a le directeur de Fleury vient me voir au dépôt. Et au dépôt, c'était au tribunal, au nouveau tribunal là, de Clichy. Ok. Il y avait tous les mecs, tous les gilets jaunes. Oh putain. Ah, c'était peut-être ta chance. On doit être 200. Ouais. On doit être 200 dans la. Il y a une première cellule où on met tout le monde avant de nous éparpiller. Ouais. Et on est là, chacun est là, ils me disent, ouais, t'es là pourquoi? Ils disent, ouais, il s'est embrouillé avec des keufs. Ouais. Après, là, je rencontre des mecs, je commence à prendre une odeur de crack dans une cellule en France. C'est pas vrai. J'avais pas pris l'odeur du crack depuis aux Antilles. Je dis, mais qui fume du crack là? Et il y a un mec avec moi, il dit, enculé, c'est lui là. Il y avait un mec au fond, il fumait du crack dans la cellule. Je dis, les gars, je sors de Tory Lanez là, les gars. Je sors de Tory Lanez et de Drake. Je suis en garde à vue, au dépôt, comme un chien. Putain, ma vie, c'est vraiment une vie bizarre, les gars. Ah, t'es passé du rêve à l'enfer. Avec la même tenue. Hein. Ouais. J'ai toujours la tenue. Je suis habillé tout en cuir. Ta tenue de Bercy. Je suis en simili-cuir, j'ai froid. Oh mon Dieu. Et le directeur de Fleury, la prison, il vient devant mon truc. Il me dit, ouais, Kalash, ça va, ça? J'ai dit, ouais, ça va. Il me dit, tu t'inquiètes, je t'ai préparé la meilleure cellule, cette fois, si tu viens.
J'ai dit, je viens où? Il m'a dit, ouais, tu vas être déféré en prison. Waouh. Je lui ai dit, jamais je suis déféré en prison pour cette histoire. Il me dit, si, ça commence à faire beaucoup de fois là. Cette fois, tu vas pas sortir. Donc, passe ta nuit, je t'offre les plaques chauffantes, je t'offre les clopes. T'inquiète, les autres sont déjà avertis que tu viens. J'ai dit, j'y vais, ça y est. Et j'arrive au tribunal et mon avocat me fait sortir. Pow! Ah, ok. Premier truc, téléphone, WhatsApp, Tory Lenz. Yo, machin. Il me dit, frère, t'es pas sérieux, machin. Tu m'as fait faux bon. J'envoie des captures, YouTube, tout, BFM. Je lui dis, frérot, j'étais en dedans, tout ça. Il me dit, frérot, moi, je suis déjà parti. Ouais. C'était le moment, tout ça. Bon, ben, on garde le lien et puis on verra après. Mais tu connais, c'est ça. Ouais, on garde le lien, on verra après. Le truc en vrai. J'aurais pu relancer pour l'album, mais c'était là qu'il fallait faire un EP gratuit avec Tory Lenz. Tu vois ce que je veux dire? Dans la même énergie, tu vois? Mais bon, c'est des fois, on peut pas tout avoir. En 1 minute, t'as plié Bercy. C'est ce qu'il faut retenir. Et surtout, pendant cette altercation-là, avec la police, tout ça, il y a le fameux « y a quoi ici ?» T'en as fait un morceau. Avec Kalash criminel. Donc, tout n'était pas perdu. J'en ai fait des blousons aussi. Ah, bah, tu vois. C'est bien là, faut faire du business de ces trucs-là. Et vous allez avancer, tu vois, comme d'habitude, hein, tu vas envoyer des morceaux, 2 morceaux avec Damso comme ça, d'un coup, comme ça, gratuit. C'est pour ça que je dis, vous devez avoir au moins 30 morceaux pour en balancer 2 d'un coup, comme ça. Tu parles de JTC Praliné? Ouais, voilà, exactement. Vous avez envoyé comme ça, quand on a sorti ça, on en avait déjà genre 6. Ok, tu vois. On a pris ceux-là pour garder les meilleurs, pour faire un album en commun. On a laissé tomber l'album en commun. Ok. Mais ouais, on a beaucoup de morceaux ensemble. Mais ouais, on s'est dit, ouais, comme Wakamoon, ça a été une belle aventure. C'était le premier clip de Damso. C'est la première fois qu'il faisait l'expérience du clip. Ah ouais? Ouais. C'est fou, ça. C'était son premier clip. On l'a fait en Espagne. Et c'était son plus gros succès aussi commercial. Donc on s'est dit, on va remettre ça. Hein. Ouais. Ça n'a pas eu le même accueil. Ouais. Les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce morceau. Et vu qu'on a mélangé Praliné à JTC, donc ils en ont fait qu'un morceau, tu vois. Ouais. Tout doucement, on arrive vers l'album Diamond Rock. Et il y a ce single Mada que moi, je trouve personnellement incroyable. Merci. Ouais, ce morceau, c'est, j'allais dire mon morceau préféré de l'album, mais c'est pas vrai. Il y a Bad Girl. J'aime beaucoup Bad Girl. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu de clip. Moi aussi, ouais. Voilà. On regrette beaucoup. Voilà, on est d'accord, tous d'accord. Mais on va parler de Mada parce qu'il y a eu un petit truc. Alors c'est léger, mais on est obligé d'en parler parce que ça m'a fait rire. Donc dans le refrain, tu dis « La cocaïne apprend Air Caraïbes dans la soute parmi les bagages. » Et ouais, c'est important. Et apparemment, il y a quelqu'un d'Air Caraïbes qui a réagi ou qui était pas content. Alors il y a eu 2 phases. Il y a eu la fameuse Emma. Emma, c'est quand tu écris Air Caraïbes. Ouais. Tout le monde a une réponse de Emma. Ah oui, donc, ok. Donc quand les gens en volent en retard, ils disent putain Emma, okay. Mais on l'aime tous Emma. Tu vois. Elle a dit oui monsieur Valré, la prochaine fois ce serait mieux qu'on travaille une communication ensemble, main dans la main, plutôt que de dire que nous transportons des substances illicites dans nos soutes, moi ça m'a fait rigoler de ouf. Ça m'a fait rigoler de ouf. Parce que c'était vraiment genre une petite punchline comme ça. Ouais. Mais elle aussi sa réponse c'était genre c'est marrant, c'était une petite promo, tu vois. C'est léger. Donc, c'est léger. Mais il y a une autre polémique dans ce son parce que dans l'intro j'ai mis tu sais à la fin. Oui, le passage là. Quand on a fini de tourner le clip. Donc le clip a été tourné dans la Mangrove, le clip a été tourné à Sainte-Thérèse, à Dillon, sous la Nationale aussi, et il y a un des chefs le chef du syndicat de la police qui a fait un audio qui s'est retrouvé sur le net où il dit Kalash il fait que de la merde, il y avait des gens qu'on recherche activement dans le clip, des criminels, des voleurs, ce sont des motos volées, de toute façon tout le monde sait Kalash. Il a des fréquentations, ce mec est infréquentable. Et si j'étais là, ça ne se serait jamais passé. Et les politiciens, je vais les appeler et je vais leur donner des coups de bâton. Et quand j'entends l'audio, j'ai dit quel pain béni, quel pain béni. Je mets ça dans l'intro de Mada. Donc j'ai mis dans l'intro. Et quand c'est sorti, on fait une plainte. Pow plainte de Monsieur Berthet. Ça disait quoi? Qu'il me met en justice, il m'assigne en justice. Pour utilisation de sa voix, mise en danger, il y a son nom, il y a le nom des politiciens qui nomment, il y a des politiciens qui nomment. Et mon avocat me dit, mais c'est qu'on va gagner ça, par contre. Je dis, ah bon? Ça va. Il me dit, on va gagner, on allait au procès.
Et finalement, ce monsieur me doit 3500 €. Magnifique. Pour diffamation. Magnifique. Parce qu'il a dit que j'ai fait un clip avec des motos volées, des armes. Bien vu. Ce qu'il n'a pas su prouver. Et Voilà. donc, j'ai gagné. Depuis, pas de nouvelles. Très bien. J'aimerais qu'on parle de Gucci Mane. T'as Gucci Mane sur cet album-là, quand même. Comment ça s'est passé? Gucci Mane, c'est en étant en shopping à Paris et on rencontre un mec qui fait de la musique, nanana, et on passe une journée ensemble, on fait du shopping ensemble. Il nous dit, est-ce qu'on a un studio? Donc on va au studio, il nous fait écouter des prods. C'est un mec de New York. Et il nous dit, ouais, je peux vous avoir Gucci Mane, et est-ce que vous voulez? On dit pas plus que ça, puisque c'est pas vraiment un truc que j'avais pensé pour l'album, mais c'est pas mon délire non plus, quoi. J'écoute, mais c'est pas mon délire. Il dit, ouais, mais c'est gratuit. Ah ouais. Mavado. J'en ai plein là, gratuit là. Gucci Mane, gratuit. Une Ça palette. va? Donc on écoute et j'écoute, je dis ouais, vas-y, et on pose. Mais je pose vraiment genre parce qu'il nous fait la proposition et voilà, c'est vraiment pas une volonté. C'était pas une demande de votre C'est part. pas une demande, j'avais d'autres noms en tête moi. Ok. Et il nous propose et au final ce mec c'est avéré être un scammer. Mais on a le morceau, hein. Ah ouais. Le morceau est sur l'album, tout ça, mais il a le morceau sur l'album, mais apparemment les avocats de Gucci Mane n'étaient pas au courant, tu vois. Ah ouais. Donc on a le morceau, voilà. C'est juste Ok. j'ai un morceau Ouais, Gucci, Gucci. avec Gucci Mane gratuitement. Voilà. Mais le mec, c'est un scammer. Ouais. Ça, t'as des histoires. Ouais. Donc on n'a rien payé, Ok. mais on n'a pas. Je peux pas appeler Gucci Mane. Je peux pas appeler Gucci. Déjà le morceau je kiffe pas plus que ça, mais je peux pas l'appeler pour lui dire allons faire un clip. Ouais. Tu vois. Bah ouais. Parce que moi je suis anti donner à un Kenry 100 000 balles pour un son qui va être streamé moins qu'un feat avec Damso par C'est exemple. vrai. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Ou qu'avec Weshden. Voilà. C'est vrai. On va parler de tout ça, justement. Cet album-là, il a moins de succès que les autres. Ouais. D'après toi, pour quelle raison? Moi j'y vois deux raisons. Le contenu était, pour moi allait un peu dans beaucoup de sens. Moi j'aime le contenu mais il allait dans beaucoup de sens. Et c'était ma fin de contrat avec Universal. Enfin, je devais leur donner 3 albums. Ouais. C'était le 3e. Au moment où j'ai livré l'album, où on a sorti Mada, tout Universal est parti en vacances. Ah merde. Donc pas de promo, Ah ouais. de suite post-sortie, Ouais, ouais. pas de clip, pas de single, pas C'est d'entrée en vrai radio. qu'à part Mada, il n'y a pas de clip. C'est fou, ça. Non, il y a eu Conséquences, non? Il y a eu Conséquences polémiques, Ok. mais ça c'est avant Mada, ça? Ou après, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas eu en tout cas, Ouais. la partie promo du label est partie en vacances. Les bureaux étaient vides. Ok. Donc, l'album c'est peu à peu effacé, quoi. Ok. Voilà. Très bien. Changement de label. Ouais, par rapport à ça aussi, beaucoup. Voilà. Et tu te retrouves chez Play2. Ouais, je choisis Play2. Voilà. Moi, je vois, tu balances des morceaux à droite, à gauche, et des trucs. Et un morceau de Chata. J'aime beaucoup le Chata. Je sais. Donc, c'est cool, tu fais ton truc. Et là, on annonce, voilà, nouvel album, voilà, que j'ai écouté. Mais surtout, le truc, c'est que avant même que je puisse écouter l'album, il y a un truc qui fuite. Alors, je sais pas si ça fuite ou pas, mais on dit, il y aura un morceau de Kalash avec Weshden. Je vais pas mentir. Non, je prends des pincettes parce que moi, je suis dans la positivité, je suis dans le respect. C'est gentil, c'est une femme. Voilà. Non, je serais jamais méchant avec elle. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne voyais pas le lien entre ta musique et la sienne. Donc je me dis Kalash et Weshden. C'est bizarre comme tu vois, combinaison. Et je me balade sur les réseaux sociaux et je vois un gars de Martinique que vous connaissez très bien, Specta, qui dit ouais, vous commencez déjà à crier, vous avez même pas écouté le morceau Specta, et tout ça. Et quand il a dit ça, il m'a touché en fait. Je me suis dit putain, c'est vrai. Moi, je suis en train de dire c'est bizarre comme combinaison et j'ai même pas écouté en fait. Parce que lui, il avait déjà écouté. C'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit non, je vais me calmer. Et donc bien sûr, je reçois l'album un peu de temps après. Merci Clara. Et je vais pas mentir. Hein. Je crois qu'il y a 21 morceaux sur l'album, quelque chose comme ça. Le premier morceau que j'ai écouté, c'est celui-là. Et vers la fin de l'album... Et tu sais que je pense que ça va se ressentir dans les streams, ça. Ouais. La curiosité de Exactement. ce morceau. Ça, je pense que tout le monde va faire comme moi. Ouais. Et j'ai été agréablement surpris. Le morceau est bien. Ouais, il est bien. Et plus que bien, c'est... Vous avez trouvé un terrain d'entente Ouais. entre vos deux styles, vos deux musiques. Exact. Et tu peux me dire comment l'idée
d'inviter Weshden est arrivé et si toi-même tu savais que ça ferait pas polémique mais ça créerait un petit truc et des interrogations. Alors, je te parle déjà de l'idée. On a fini l'album, on part à Miami faire un concert. Je peux pas aller à Miami sans aller voir Roshan. On se retrouve au studio. Roshan ne peut pas être avec toi si on travaille pas. C'est-à-dire on peut pas faire autre chose que travailler. Il met des instrus, des top lines. Il me dit ouais, je veux que tu poses sur ça, là. Et j'ai un mec qui est assis là. Il y a 2 mecs qui ont fait une top line dessus. Il y a un frérot, j'ai oublié son nom, et il y a King Kosa qui était derrière d'un album à moi. Ouais. Et il me dit même si tu mets pas dans ton album, s'il te plaît, chante cette top line là en français. Et Clara me dit ouais, c'est lourd, machin. Et je commence je rentre en cabine, je suis la top line et je chante. Et on dit ouais, c'est lourd, nanana. Et Roshan, il dit ouais, chez vous, j'ai vu, il y a Nino, il y a Damso. Il dit mais il n'y a pas de meuf. Clara dit si, il y a une meuf. Et Clara lui montre Weshden, l'Instagram. Déjà, nous, on aime Weshden de base. Ok. En Martinique, sur l'eau, on a fait la fête sur Weshden au maximum. Ok. Mais l'âge de Weshden n'est pas écrit sur son visage. Donc Roshan, il voit la photo, il dit waouh. Il est amoureux. C'est elle qui doit poser. Ouais, c'est vrai. She's good as fuck. Ok. Il dit frérot. Calme-toi. Frérot, c'est une enfant. Calme-toi. Il dit ok, c'est une petite machin, elle est comment, est-ce qu'elle a du succès? On dit c'est ouais, une très belle fille. Ouais, Après, bien sûr. On va pas se mentir. On lui dit ouais, elle a du succès machin. Et Clara dit ouais, enfin, on va le faire, c'est Weshden, tout ça. Ah ouais, donc Clara, toi, t'avais ça dans un coin de ta tête. T'avais envie aussi. Pendant qu'il parle, Clara est déjà en train de parler à la Sana pour dire envoie-moi le numéro de Feneux. Ok, elle ne perd pas de temps. Donc elle me dit tiens, j'ai le numéro de Feneux. Et en France, il devait être 3 heures du mat, un truc comme ça. Donc je lui dis on fait un test, je prends son portable, je fais une vidéo, je dis yo Feneux, machin c'est Kalash, on veut faire un truc comme ça, ça te dit. Ouais. Il répond c'est un honneur pour nous que vous nous demandiez ça. J'adore le morceau. Je vais lui faire écouter, mais je pense que c'est oui. Donc on se dit ouais, l'album est fini de toute façon, donc on n'a rien à perdre, tu vois. Quand on dit passe par Feneux, c'est pas pour rien. À 4h du matin, il est réactif. Si tu passes pas par lui, t'as rien. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien du tout. Il est là, il dort pas. Le gars dort pas. Il répond à la vidéo. Il répond direct. Non, magnifique. J'aime ça. On arrive en France. Clara me dit c'est bon vendredi. Ouais. Clara aussi, elle dort pas. Elle dort jamais. Genre, je suis au studio, je vois. Mais tu sais, même si t'es plus grand, t'as plus d'ancienneté, t'as plus d'expérience, quand tu vois Feneux et Weshden arriver, c'est le truc, tu sais, c'est des personnages. C'est clair. Tu sais, c'est comme un manga. Ouais. Tu dis, ah, mais ils sont vrais, en fait. Ils existent. Et ils sont pareils. Et Feneux est gentil de ouf. Elle est gentille de ouf. Ils étaient avec un pote à eux, de ça. Et Feneux, tout de suite, il dit, ouais, ingénieur, tu peux me mettre ma voix sur ma tonalité, s'il te plaît? Non. Je te jure. Il rentre dans la cabine et il chante. Et il suit le flow. Et elle le suit. Boum, 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 boum. 15 minutes, bouclé. Ah ouais? Ouais, bouclé. Ah, ça s'est fait si rapidement que ça? Rapide. Bravo. Rapide, ouais. Franchement, le morceau, il est vraiment bien. Ouais. Vraiment. Mais la vidéo, je l'ai mise et avant de la mettre, je rigolais. J'ai dit à Clara, ça, je vais mettre ça. Les gens, ils vont m'insulter, mais il y en a, ça va les exciter. Mais je lui dis, est-ce qu'on n'attend pas un peu l'approche de la date de l'album? Ouais. Elle me dit, il n'y a plus de règles. Hein. Elle me dit, envoie. Donc j'envoie un spectacle avant, je lui dis, regarde ça. Il me dit, alors là, privez-moi avant d'envoyer. Comme ça, je prépare un post. Je lui dis, j'envoie maintenant. Il me dit, là, on va s'amuser sur Internet. Il me dit, regarde l'Internet de Babylone sans braser. J'ai posté tous les sites de rap qui parlent jamais de ce que je fais. Et je peux décrocher double, triple diamant. Ils font pas d'article. Ils font rien. Là, t'es avec Weshden. Kalash juste Weshden parce qu'ils savent que ça va attiser, une haine ou une curiosité, mais quelque chose. Je m'en trouve sur tous les sites, Kalash et Weshden. Tous. Donc ils savent en fait, ils regardent, mais ils prennent ce qu'ils veulent, tu vois. Donc on a réussi notre coup. C'est beau, c'est réussi. Ouais. Mais vraiment, je le dis, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté le morceau est vraiment bien. Mais même les gens, tu sais, il y a des gens, ils me disent. On t'adore, pas maintenant, pas après tout ça, pas après tout ce que t'as fait. Là, tu vas nous sortir Damso, mais putain, t'as quand même fait Weshden. J'ai dit, mais les gars, vous savez que Weshden, elle est plus forte que la majorité du top 10 français. Top 10 des charts. Bien sûr. Je parle pas de mon top 10.
Ce qui passe en radio toute la journée, en grosse playlist. Personne ne dit rien. Sur Sky, personne ne dit rien. Ça fait des feats avec pour avoir des certifs. Ouais. Mais c'est de la merde. Il y a plein de rappeurs, c'est de la merde. C'est pas des rappeurs, c'est de la merde. Tu vois. Donc ils peuvent pas venir parler devant moi et me dire, moi, fais pas un son Weshden. Parce que je peux faire un son avec toi et elle est plus forte que toi. Je l'ai vu chanter au studio. Tu vois. C'est une petite. Elle a pas la voix de Mariah Carey. Oui. Mais frérot, toi, t'as pas la voix de Tupac. Très bonne réponse. Ni sa plume. Très bonne réponse. Et tu mens. Et en plus. Tes chaînes sont fausses, tes armes sont fausses, tu te fais raquette. C'est une pédale. Donc, venez pas manquer de respect à ma petite sœur, tu vois. Allez. Non, déjà, moi, je suis d'accord avec ça. Mais en plus, je trouve que vous avez réussi. Comme t'as dit, elle a pas la voix de Mariah Carey, tout ça. On s'en fout, c'est pas le but. Mais vous avez réussi à faire un truc qui va avec sa voix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le morceau, il est parfait comme ça, et ça, c'est cool. Yeah. Si elle m'avait demandé un feat avant, j'aurais fait. Ok. Même à l'époque. Ok. Même jusqu'à maintenant, elle a sorti un morceau il y a deux jours. Elle a fait 2 millions en 24 heures. Ce que presque personne ne fait plus. C'est clair. À part les mecs attendus. Et elle a du succès. Donc si elle a autant de succès avec autant de haine soi-disant, c'est quand même il y a des gens qui aiment, qui se reconnaissent. Beaucoup de gens qui aiment. Quand je suis en voiture avec ma fille, on écoute que ça. C'est ça. Tu vois, quand on est sur les bateaux et qui balancent Weshden, les mecs de 40 ans qui ont déjà fumé 2 mecs, ils dansent dessus. Tu vois. Donc c'est de la musique. C'est de la misogynie qui est en France. C'est une petite, elle est jolie, tu sais. C'est ça, la France c'est comme ça. Donc moi, je suis content de leur faire chier, quoi. Non, mais moi, en vérité, c'est pour ça que je te pose cette question. Je me suis dit, quand même, il a voulu piquer les gens. Oui, c'est un pic. Il savait aussi. C'est un pic. C'est un pic et c'est un big up à elle aussi. Ouais. Comme j'ai déjà fait des big up à Aya, quand tout le monde disait c'est de la merde, machin. Dès que c'est les femmes qui ont du succès, ça leur pose des problèmes, alors qu'il y a des mecs qui sont nuls, qui font des scores de ouf. Et eux, ils ont tous les droits. Ils sont nuls. Ils sont laids. Et ça passe. Mais moi, je vois. C'est pour ça qu'à chaque fois, on me dit, Kalash, t'es un rappeur. Je suis pas un rappeur, les gars. Non, vous êtes pas bons. Très bien. On va continuer à parler de cet album-là. Tu nous parlais tout à l'heure de ton top 3. Il y a Mavado, tu as fait le morceau avec lui. Il y a Vybz Kartel, tu as fait le morceau avec lui. Il manquait ton numéro 1, Bounty Killa. Et il est dessus, enfin. Là, je suis obligé de t'applaudir. Le mec a réussi. Hey, ça, c'est impossible. Je te dis, je connais personne qui a un top 3 qui a fait un feat avec ces 3 artistes en top 3. Ça n'existe pas. Dieu m'entende. Ma carrière, ma vie est basée, pas sur ce que Bounty Killer chante, mais sur ma vie est ragamuffin, ce qu'on appelle avoir une vie de rude boy. Mes codes sont basés sur ça. C'est-à-dire, c'est toute mon éducation scénique, c'est Bounty Killer. Mon coffre vocal, c'est Bounty Killer. Ok. Les choses à ne pas faire, à ne pas poster, certains trucs, c'est Bounty Killer. Certains trucs à ne pas dire. Ok. Certaines règles. Et là, c'est une éducation, Bounty Killer. C'est une Bible. Alors, jamais qu'on appelle le Dancehall Bible. Donc, avoir Bounty Killer sous l'album, respect à tous ceux qui sont sous l'album, je les adore. Bien sûr. Mais Bounty Killer, là, franchement, quand j'ai eu le feat, j'ai dit c'est bon, je peux remettre l'album. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Parce qu'il dit ton nom, tout ça. Vous étiez en studio ensemble? Non, on est en studio ensemble. Il a bien malheureusement, parce que pour l'instant, il peut pas voyager, mais ça arrive. Par rapport au Versus, lui et Bennyman, ils vont avoir des visas pour voyager. Ok. Bounty, j'avais déjà un premier lien avec lui. On s'écrivait sur Instagram, parce que chaque fois que je poste des vidéos... Toi, tu parles à ton top 1 normal et il te répond? Oui, je leur parle tous. J'essaye de parler à Snoop, il m'a pas répondu. mais tu sais pourquoi il me répond? Parce que je le poste depuis que j'ai Instagram, mais tu sais, je poste des trucs pour montrer aux gens, j'aime bien montrer aux gens des trucs, les vidéos cachées, des clashs de Bounty, des trucs comme ça, et je le tag. À chaque fois, il me répond genre, Youth, où t'as trouvé cette vidéo-là, machin? Je lui dis YouTube. Il me dit, mais comment tu connais ça? T'as quel âge? On parle. Et je lui dis, un jour, on va faire un son. Et j'envoie des gars à moi, à Irikou, Smokey et T-Zion, qui font mon son de système. Ils font tout le temps des dubplates de Bounty Killer. Et tout le temps, Bounty dit Smokey, T-Zion, Kalash. Mais sans jamais savoir que c'est moi le Kalash d'Instagram, tu vois. Et eux, ils tentent d'abord un premier feat. Ça prend du temps, tu sais, en Jamaïque, il y a toujours des intermédiaires qui te font croire qu'ils ont des fois le truc, mais ça flop. Après, je regarde un direct de Bounty Killer et DJ Khaled sur Instagram,
Et je fais que commenter. Tout ce qu'il dit, je commente. Ok. Je mets du feu, j'écris cross. Et toi, tu sais comment lui parler. Mais Tellement lui, tu le connais, mais en lui, fait. il est là, il boit, il a chaud. J'écris turn up the AC. Mais il lit même pas, frère. Il y a un gars qui commente le truc qui s'appelle Jazwad. Il écrit Kalash Linkop. Donc je clique sur son nom. En fait, je vois que c'est son top 3 producteur. Donc je link up, machin. Il me dit ouais, est-ce que tu peux me follow? Je dis mais pourquoi? Il me dit ouais, follow. Je follow. Il me dit ouais, je veux faire un son toi et Bounty Killer. Mais non. Et quand je le follow, ça débloque des messages qu'il m'avait envoyés depuis 2017. Mais non, et en il t'avait 2017, pas vu. il m'envoyait car là je veux faire un son avec toi et Bounty Killer depuis Mais 2017. non, Il me dit tu me réponds pas. J'ai dit frérot, j'ai un compte à millions, je peux pas voir, je te connais pas. Et je me renseigne sur lui, et je vois que depuis que Bounty Killer a commencé dans les premiers jours, il était avec ce mec. Donc ce mec me dit je te promets que je te fais un feat avec Bounty, et j'en parle à Bounty, envoie-moi un son. Donc j'enregistre un son pour lui. Bounty Killer a dit que c'est violent, tout ça. Je lui explique que c'est du chata. C'est quoi le chata? Je lui dis c'est le dancehall de Martinique. Et c'est ce qui vraiment a la hype en ce moment et qui aura la hype encore plus bientôt en France. Jazwad me dit ouais, je le fais poser. Des mois passent. Je lui dis putain, il est où, machin. Il me dit Bounty, faut jamais le bousquer. Si je dis à Bounty Kalash est en train de me saouler là, machin, c'est fini. il va dire non, vas-y, dis-lui non. Ouais. Tu vois? Ok. Et un beau jour, je me réveille, je reçois une vidéo et j'entends Kalash, we have one baga, cash. Je reste là. Je joue la vidéo en boucle. Je te comprends. De ouf. Et j'envoie un message à Bounty sur Instagram. Je lui dis mad. Thank you, General, machin. Il m'a dit mad and mean, you know, youth and you need. Donc voilà. C'est mon morceau préféré de l'album. Moi aussi. C'est une tuerie. Moi aussi, c'est mon préféré. Et ramener Bounty Killer sur du chata. Ouais. Ça aussi, c'est un grand truc. Là, t'as ramené Bounty Killer en Martinique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est fort, très fort. Il y a un morceau aussi qui s'appelle Punani, pardon. Punani Impérial. Punani Burial. C'est Impérial? Ah oui, on a changé le nom. C'était Punani Burial, mais ce qui s'appelle Punani Impérial, ouais. Quel morceau? Ouais, je kiffe. Après le Bounty, c'est celui-là mon préféré. Ouais, moi aussi, on est d'accord là sur ce top 3. Enfin, pour l'instant, top 2. Ouais. Il y a un morceau que t'as fait avec Fanny J, qui s'appelle Ooh Baby. Ouais, je kiffe. Qui me rappelle les ambiances rétro sur du Jean-Michel Rotin, Léo Love. Exactement. Ça veut dire que quand j'ai entendu ce morceau, j'ai dit, il veut nous ramener sur ce terrain-là. Ouais. C'est magnifique. Moi, je voulais ramener aux gens, déjà, moi, c'est un kiff personnel, mais je voulais ramener aux gens la sensation du souvenir, tu sais, que tu fais, je sais où j'étais, avec qui j'étais, c'est ça. Quelle odeur il y avait près de moi. Et ça fait connaisseur en plus. Quand les anciens vont entendre ça, ils vont dire c'est ça, ouais, non, ils connaissent. Ils vont dire dans toute cette musique, parce qu'il y a beaucoup de musique maintenant, dans toute cette musique, un peu de souvenirs, un peu de back in the days, tu vois. Ah, ça fait du bien. Et le morceau, je l'écoutais, mais il était pas sur l'album. Ok. Ça faisait partie des déchets de l'album, et j'écoute et je dis. Faut pas dire ce mot-là comme ça. Non, quand je dis déchets, ça va dans le dossier Corbeil. Ouais. Je sais qu'on n'allait jamais l'utiliser. Ok, mais c'est loin d'être un déchet. Et non, c'est loin d'être un déchet. Voilà. Et je dis, j'écoute le son, je dis à Claire, parce qu'on avait passé une réflexion où, vas-y, on va arrêter de faire des calculs pour les médias, pardon. Ouais. Et on a dit ça au label, qu'on en a marre de faire des calculs pour les médias, et ça marche pas ce qu'on envoie aux médias quand on le calcule. Ouais. Donc, j'ai dit à Claire, allons mettre Fanny J dessus. Elle m'a dit direct, elle a appelé Fanny. Fanny a dit, le morceau est merveilleux. Okay. Elle a posé direct, elle nous a envoyé one shot, et voilà, ça a donné ça. Quelle voix. Ouais, Fanny, c'est la reine du zouk. Fanny, hein. C'est la reine du zouk. Et il y a une artiste que j'ai découvert, moi, sur cet album-là, Maureen. Ouais. Qui est Maureen? Elle est très forte. Explique-moi. Moi, je sais que tu connaissais Maureen, mais tu l'avais peut-être pas identifié. Mais mais c'est sûr que tu connaissais Maureen, parce que dans les soirées où tu vas, il joue beaucoup de Maureen. Et un soir, il fait Badman de Matic. Là, je ne fais pas de toi, ton snip. Ok. Je suis mort de rire à chaque fois que j'entends ce morceau. C'est elle qui mais je savais pas. Ouais, je connaissais pas du tout le nom. Ok. C'est elle qui chante ça. Ok. Ce morceau me tue de rire. Et c'est une Martiniquaise. Ok. Et elle a beaucoup de succès en Martinique, ici aussi, dans les soirées chata, dans les soirées, parce que dans les sessions chata. Et il y a eu un truc qui s'est passé avec elle. Elle a eu
un gros buzz. Son son a été joué au défilé Mugler. Wow. Sur la partie, surtout où Bella Hadid faisait une galipette en avant. Ok, donc ça veut dire, ouais. Et ça a été posté viral, partout. Ouais. Bella Hadid l'a posté, tout le monde l'a posté. Elle a pris un buzz par rapport à ça. Et j'avais des morceaux Chata sur l'album. Ok. Et je me suis dit, autant mettre une artiste Chata. Donc j'ai mis Maureen. Et j'aime bien faire les sons avec les filles aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai ce côté... ça me... C'est protecteur, quoi. Genre, je t'invite, t'es entre de bonnes mains. Ouais. Entre guillemets, je te mets en avant. T'as ton public, mais je te mets en avant. J'assume de faire un son avec toi. Ouais. Même si t'es une nouvelle. Parce qu'il y a des gens qui critiquent le Chata, qui disent que c'est pas vraiment du dancehall, que c'est pas vraiment des artistes. J'ai vu qu'il y avait des débats. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Tu vois. Non, moi, je kiffe de ouf. Voilà. Donc, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Elle est venue au studio. Elle a posé en Martinique, mais après, on s'est rencontrés. Elle est venue au studio. Et c'est son DJ. Son DJ a voulu mixer et arranger le morceau, parce que c'est lui qui a la sauce Maureen, qui sait gérer le Maureen. Donc je lui ai donné, je lui ai dit, fais ton truc, mets ton artiste en avant dessus. Super. Et voilà. Très bien. En tout cas, moi, je vous souhaite, mais je dis vous parce qu'il y a Clara qui est à côté. Je vous souhaite le meilleur pour cet album-là. Merci. Il est vraiment bien. Il y a des belles choses. Et je pense que les gens vont être très curieux. Et moi, j'aimerais qu'on parle du label Mwakamoun. Parce que, je sais pas, il y a un moment, vous aviez annoncé beaucoup de choses. Et je vois pas les choses. Que devient Satori? Satori, elle est là, on se voit souvent. Elle a travaillé sur l'album aussi. Ok. Elle a fait des chœurs sur l'album. Elle a écrit un son pour moi sur l'album. Elle était présente dans le studio. Satori a des projets en cours, professionnels de son côté aussi. Ok. Mais elle est pas signée sur ton label? Non, pour l'instant, on a signé que moi. Ok. Parce que on est concentré sur l'album. On est concentré sur d'abord pouvoir bien accueillir un artiste, puisqu'on sait c'est quoi avoir un label. Quand j'ai ouvert le label, genre 30 artistes m'ont appelé pour ça, moi et certains ont appelé Clara pour que je les signe. Ouais. Mais c'est vraiment trop facile, c'est une erreur que des mecs avant moi ont fait lorsqu'ils ont eu ma position. C'est genre, j'ai le pouvoir, oui, mais je vais les décevoir parce que déjà, j'aurai pas l'énergie, j'aurai pas le temps qu'il faut leur accorder, j'aurai pas la patience, j'aurai pas le budget forcément pour tous les faire. Donc c'est ce que j'aurais dit. Par exemple, Kima m'a demandé de le signer, je lui ai dit frérot, j'aurais adoré te signer, mais je peux pas pour l'instant. Le morceau de Kima avec toi, c'est Papillon? Sur son album à lui. Sur son album à lui. Ouais. Mais c'est un bijou, c'est incroyable. Merci. J'étais chez Espace FM il y a pas longtemps pour toute autre chose. Et le morceau tourné, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est fort, c'est un bijou. Il est fort. Vraiment, très fort. Et donc, il aurait voulu signer chez toi, Kima? Ouais, parce qu'il a confiance en moi. Ouais. Mais je lui ai dit, je pourrais pas te garantir ce que tu mérites pour l'instant, donc il a signé ailleurs. Mais je suis toujours là, j'ai les sons avant qu'ils sortent. Les scènes, je gère avec lui, comment gérer je suis toujours avec lui, quoi. Même si je l'ai pas signé. Mais j'ai pas envie de connaître ce que j'ai connu. Ça de signer dans un label d'un artiste que tu admires et finalement, ton idole devient ton rival, quoi. Parce que ça, il peut pas. Il a voulu te signer par ego et ça s'est mal passé, quoi. Donc pour l'instant, on préfère garder le label. Moi, je comprends ta démarche. C'est bien. Au moins, il n'y a pas d'histoire. Mais ça va venir. Très bien. On approche là de la fin de cet entretien et ici, on ne laisse jamais les gens partir sans un cadeau. Donc, on a un cadeau pour toi. Je vais te demander d'ouvrir ce cadeau ici et d'expliquer au micro ce que c'est. Parce que les gens ne nous voient pas, ils nous écoutent. C'est important. Ok. Le voilà. Merci. C'est lourd, hein? Ouais. The Rise of Jamaican Dancehall Culture. Voilà. C'est un bouquin, merci beaucoup. De rien, c'est un livre. C'est même pas un bouquin, c'est une encyclopédie. Voilà. Sur l'avènement de la culture dancehall en Jamaïque. Exactement. Le dancehall jamaïcain. Exactement. J'espère qu'il y a des photos de Bounty qui l'ont. Oui, c'est obligé. Ah ouais, c'est beau. Ah, merci beaucoup. De rien. Putain, ils ont les machines. Ils ont les guns. Ah ouais, c'est vraiment du début, quoi. Ouais. Du début. C'est toute l'histoire. C'est de 70 à 90 lourd. Merci Driver. De rien, en tout cas merci à toi pour cette interview, pour nous avoir partagé ton parcours et on te souhaite vraiment bonne chance pour ton nouvel album qui est là fraîchement sorti. Merci, merci Driver. Bye. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset,
ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.